Le bourdonnement de la salle de réunion m'irritait le tympan, 100 fois plus que le frottement de ma serpillière sur le béton, c'est dire. Ici, tout était lisse, poli, brillant, mais chaque mot résonnait de tensions sourdes, de mesquinerie à peine voilée. Paul-Henri, ce requin au sourire carnassier, essayait de noyer Marie Leclerc sous un déluge de chiffres. Elle tenait bon, je devais lui accorder ça. Son dos était droit, ses yeux perçants, mais je sentais, même de là où j'étais, la pression qui pesait sur elle. Moi, Julien Dubois, l'ancien colonel que tout le monde prenait pour un simple agent d'entretien il y a 6 mois, j'étais assis à l'arrière, une espèce de consultant muet. C'était absurde, complètement fou quand j'y pensais. Comment on en était arrivé là? Mon passé, mes années sous l'uniforme, mon deuil et puis cette femme, cette Marie Leclerc, c'était une drôle d'histoire, vraiment. Une de celles qu'on raconte à voix basse en se demandant si c'est vraiment arrivé. Une histoire qui, en 6 mois à peine, avait chamboulé non seulement ma vie, mais aussi celle de toute une entreprise, la Aérospatiale Leclerc, fière héritière de l'ingéniosité française basée quelque part entre Lyon et Saint-Étienne, là où les collines embrassaient les usines. Mais ce qui me venait à l'esprit, là, tout de suite, c'était le parfum de Marguerite. Son parfum doux, qui me manquait tant. Elle aurait ri de me voir dans cette salle, entourée de costards de cravates, moi qui ne rêvais que de silence et de l'odeur du kérosène. J'avais passé 4 ans à me fondre dans le décor de cet hangar, un fantôme silencieux parmi les machines et les hommes. 4 ans à récurer les sols du matin au soir, à vider les poubelles, à effacer les traces, les miettes, les poussières, à devenir l'homme invisible, celui que personne ne voit, que personne n'entend. C'était ma pénitence, mon refuge. Après Margaret, après tout ce que j'avais perdu, c'était la seule vie que je pensais mériter. Mais ce matin-là, un matin qui avait commencé comme tant d'autres, avec le bruit des roulettes de mon chariot, l'invisibilité avait volé en éclats. Épouse-moi, agent d'entretien. Les mots avaient transpercé le vrombissement lointain des turbines et le bavardage des ingénieurs. C'était Marie. Marie Leclerc, la PDG, la fille du légendaire Harold Leclerc. 30 pas la séparaient de moi, mais sa voix, elle, était juste là, brutale, méprisante, comme un coup de fouet. Mon cœur, qui s'était habitué à battre au rythme lent et régulier des jours monotones, avait eu un hoquet. Les mains serrées sur le manche de ma serpillière, j'avais levé les yeux. Elle me désignait là, devant les 60 employés qui retenaient leur souffle. Mon nom, Dubois, cousu sur mon bleu de travail, une minuscule étiquette sur l'insignifiance. Elle marchait vers moi, ses talons claquant sur le béton ciré, chacun d'eux martelant mon humiliation. Son parfum, cher, opulent, m'avait frappé avant même qu'elle n'arrive à ma hauteur. C'était une essence audacieuse, presque agressive, qui coûtait sans doute plus que mon salaire d'une semaine. Ses yeux, d'un vert intense, reflétaient une étrange combinaison de désespoir et de cruauté. Elle était au bord du gouffre, je le voyais bien. Elle le sentait au fond de ses entrailles, même si l'éclat insolent de son regard disait le contraire. « T'as entendu, vieil homme? Mon hélicoptère, tout de suite, et je t'épouse là, aujourd'hui. » Un rire nerveux avait éclaté, puis s'était propagé. Certains sortaient déjà leur téléphone. C'était absurde, complètement démesuré. C'était une farce cruelle, un exutoire à la pression qu'elle subissait. Je m'en étais rendu compte immédiatement. Mais 30 ans passés dans l'armée, ça vous apprend à encaisser les chocs, à ignorer la douleur, à ne pas broncher sous le feu, même quand le feu, c'est le mépris d'une gamine privilégiée. J'avais survécu à des atterrissages forcés, à des missions où la mort était une option très réelle. Qu'était-ce comparé à ça? Rien. Je la regardais sans un mot. Elle était si proche que je pouvais distinguer la texture de son tailleur, le léger tremblement de ses mains qu'elle essayait de dissimuler. Puis mes yeux avaient glissé au-delà d'elle,
vers la carlingue noire et élancée du Raptor X9, ce prototype à 32 millions d'euros qui trônait au milieu de l'atelier. Mon compagnon silencieux de ces 4 dernières années, je l'avais vu naître, pièce par pièce, dans le sang et la sueur des ingénieurs. J'avais écouté leurs querelles sur les spécifications. J'avais vu leurs pilotes d'essai échouer l'un après l'autre. Je connaissais ses secrets, ses failles, ses prouesses, mieux que quiconque dans cette pièce. C'est une vraie proposition, mademoiselle? J'avais murmuré, ma voix était rauque. Le rire s'était éteint. Marie avait cligné des yeux, surprise. Quoi? J'ai demandé si c'était une vraie proposition. J'avais croisé son regard pour la première fois. Un océan de verre furieux. Vous avez dit que vous m'épouseriez si je pilotais votre hélicoptère. Je dois savoir si vous le pensez vraiment. 60 pères dieux nous fixaient. 60 personnes retenaient leur souffle. Le silence était tellement profond qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. C'était dingue. Vous êtes sérieux? Avait-elle chuchoté. C'est vous qui avez fait l'offre, mademoiselle. Je demande si vous allez l'honorer. Son visage avait affiché une succession rapide d'expressions. Confusion, incrédulité, puis un amusement froid. Elle y voyait un jeu, une blague aux dépens du vieil homme. Très bien. Elle s'était tournée vers la foule, les bras écartés, comme une diva sur scène. Oui, c'est une vraie proposition. Vous êtes tous témoins. Si cet agent d'entretien pilote mon Raptor X9, je l'épouserai. Des applaudissements avaient éclaté, suivis de rires, d'exclamations. C'est de la folie. Elle va vraiment le faire. Quelqu'un appelle les ressources humaines. Marie s'était retournée vers moi, son sourire insolent. Mais on sait tous les deux que vous ne pouvez pas le piloter. Alors, cette petite performance, je peux le piloter. 3 mots. Calme, posé, lourd de vérité. Son sourire s'était figé. Pardon? J'ai dit que je pouvais le piloter, mademoiselle. Pierre Dupont, l'ingénieur en chef, s'était frayé un chemin à travers la foule, le visage livide. Dubois, arrêtez, ce n'est pas drôle. C'est un prototype à 32 millions avec des systèmes de vol expérimentaux. Vous ne pouvez pas juste... Je sais exactement ce que c'est. J'avais posé ma serpillière. Le manche en bois avait claqué sur le sol en béton. Un son minuscule qui, bizarrement, avait résonné plus fort que tous les rires qui avaient précédé. Je l'ai vu construire pendant 4 ans, Pierre. Je sais que le décalage de réponse du collectif est de 0,4 secondes. Je sais que vous utilisez une triple redondance hydraulique. Je sais que le système fly-by-wire utilise la fibre optique pour réduire les interférences électromagnétiques. Ah, ça pailleté. Toi, la bouche de Pierre était tombée. Je sais que l'autorité du rotor de queue dépasse les spécifications standards de 18%. Je sais que le système de gestion moteur a un mode de diagnostic caché que vos pilotes d'essai n'ont jamais trouvé. Et je sais que la raison pour laquelle 5 pilotes professionnels ont refusé de le voler n'est pas parce que l'hélicoptère est dangereux. Je marchais vers le Raptor, mes vieilles bottes résonnant dans le silence sidéré. C'est parce qu'ils ne comprennent pas le vol de combat. Marie m'avait attrapé le bras. « Attendez, vous êtes vraiment... Vous ne pouvez pas être... » J'avais regardé sa main sur ma manche de bleu de travail, puis son visage. Elle avait peur maintenant. Je le voyais dans ses yeux. « Vous voulez que quelqu'un pilote votre hélicoptère, mademoiselle Leclerc? Je vais le piloter. » J'avais retiré mon bras. « Mais quand je l'aurai posé en toute sécurité, je veux que vous vous souveniez de votre promesse. Pas parce que j'attende que vous la teniez. Les gens comme vous ne la tiennent jamais. » Je m'étais penché, bassant la voix pour qu'elle seule m'entende. Mais parce que je veux que vous compreniez ce que ça fait d'être humilié devant tout le monde. Le visage de Marie était devenu cramoisi. « Comment osez-vous? Je vais le piloter, à moins que vous ne vouliez reculer. » Je m'étais mise en mouvement vers l'hélicoptère. La foule s'était écartée devant moi comme la mer Rouge. 60 personnes, silencieuses maintenant,
regardant un vieil agent d'entretien marcher vers une machine qui avait vaincu 5 pilotes d'essais professionnels. Pierre avait couru à mes côtés. « Dubois, s'il vous plaît, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous n'avez pas à faire ça. » Elle est juste en colère. La réunion du conseil est dans 2 semaines et personne ne veut piloter le prototype. Alors elle s'en prend à « Je sais ». J'avais atteint la porte du pilote. J'ai entendu toutes les conversations dans cet hangar pendant 4 ans. Je suis une oreille attentive, tu sais. Je sais pour la réunion du conseil. Je sais pour les contrats militaires. Je sais qu'elle est sur le point de perdre tout ce que son père a construit. Alors pourquoi vous faites ça? J'avais marqué une pause, ma main sur la porte du cockpit. Le cuir était froid sous mes doigts et son contact m'avait rappelé un passé lointain, une autre vie. Parce qu'elle doit apprendre que la dignité n'est pas quelque chose que l'on peut acheter ou enlever, et parce que cet hélicoptère a besoin de quelqu'un qui comprend vraiment pourquoi il a été construit. Pourquoi il a été construit? La voix de Pierre s'était brisée. « Dubois, qui êtes-vous? » J'avais grimpé dans le cockpit. Quelqu'un qui comptait autrefois. L'odeur m'avait frappé immédiatement. Cuir neuf, électronique fraîche, carburant d'aviation. Le parfum d'un cockpit, le seul endroit où j'avais toujours eu l'impression d'être à ma place. Mes mains avaient trouvé les commandes sans y penser. Le collectif, le cyclique, les palonniers, tout était exactement là où ça devait être. Tout était familier, même après 5 ans d'exil. La séquence de démarrage était revenue comme une mélodie que je n'aurais jamais oubliée. Pompe à carburant activée, maître batterie enclenchée, interrupteur de démarrage en avant. La turbine avait commencé à siffler. Un son, je l'avais entendu des milliers de fois. Un son qui voulait dire « maison ». Au-delà de la verrière, je pouvais voir Marie figée. Ses bras n'étaient plus croisés. Son visage était pâle. Elle sait, avais-je pensé. Elle ne sait pas quoi, mais elle sait que quelque chose ne va pas. Le rotor avait commencé à tourner. Un doux souffle qui allait bientôt devenir une fureur. J'avais effectué mes vérifications pré-vol. Mes mains bougeaient avec la mémoire musculaire de 30 ans et 5000 heures de combat. Tous les systèmes au vert. Commande de vol réactive. Température moteur nominale. J'avais activé la radio par habitude, même si personne n'écoutait sur cette fréquence. Tour Leclerc, Raptor 1 demande autorisation pour test en vol stationnaire. Ma propre voix m'avait surpris. Calme, professionnel. La voix du colonel Julien Dubois, pas de Dubois, l'agent d'entretien. Le rotor avait atteint sa vitesse maximale. J'avais tiré le collectif. Le Raptor s'était élevé du sol comme s'il m'avait attendu. Doux, précis, parfait. Je l'avais monté à 15 mètres et maintenu en position. L'hélicoptère répondait à mes commandes comme une extension de mon corps, une sensation que je n'avais pas ressentie depuis 5 ans. En dessous, 60 personnes se tenaient immobiles. La main de Marie était pressée contre sa poitrine. Pierre avait laissé tomber son presse-papier. J'avais souri. Montrons-leur ce que cet oiseau peut faire. J'avais exécuté un virage au palonnier, 360 degrés. L'hélicoptère avait pivoté sur son axe vertical sans dériver d'un seul centimètre. Contrôle parfait. Précision parfaite. Quelqu'un avait crié. Je n'avais pas entendu qui. J'étais déjà en mouvement. J'avais poussé le cyclique vers l'avant. Le Raptor avait accéléré à travers l'hangar dans un passage bas qui avait fait plonger les gens pour se mettre à couvert. À la dernière seconde, j'avais tiré fort en arrière, grimpant dans un virage agressif qui aurait révélé la moindre faille dans le système de commande de vol. L'hélicoptère avait répondu parfaitement. Je l'avais ramené pour un autre passage. Plus vite cette fois plus bas. J'avais effectué un arrêt rapide qui aurait rendu fiers mes anciens élèves, perdant 60 nœuds en moins de 3 secondes. Le nez cabré, tandis que le rotor de queue luttait pour maintenir le cap. Parfait. C'est à ça que ressemble le vol de combat, avais-je pensé. C'est ce que vos pilotes d'essai n'ont pas pu comprendre. Je m'étais préparé à l'atterrissage, approchant de l'endroit exact d'où j'avais décollé. Réduction du collectif.
J'avais senti les patins effleurer le béton avec à peine un murmure. Moteur au ralenti, frein rotor enclenché, système en arrêt. Silence. J'avais retiré mon casque. Ouvert la porte du cockpit. Je suis sorti. L'hangar était absolument immobile. 60 personnes se tenaient comme des statues, téléphone toujours levé, bouche bée. J'avais marché vers Marie Leclerc. Mes pas résonnaient dans ce silence. Elle n'avait pas bougé. Son visage était blanc. Ses mains tremblaient sur les côtés. Je m'étais arrêté devant elle. J'avais fouillé dans la poche de mon bleu de travail, en avait sorti un portefeuille en cuir usé et n'avait retiré une carte plastifiée, la lui avait tendue. Marie l'avait prise. Ses mains tremblaient si fort qu'elle avait failli la laisser tomber. Ses yeux avaient parcouru le texte. Colonel Julien G. Dubois, armée de terre française, retraité, 160e régiment d'aviation d'opération spéciale, instructeur principal pilote de combat, 247 heures de vol de combat, croix de la valeur militaire, 3, Bronze Star avec 20. Elle l'avait lu encore et encore. Ses genoux avaient cédé. Marie Leclerc, PDG d'une entreprise aérospatiale d'1 milliard de dollars, fille d'une légende, femme qui ne s'était jamais agenouillée devant personne, avait sombré sur le sol en béton de son propre hangar. Les Night Stalkers, avait murmuré Pierre derrière elle. Oh mon Dieu, il a volé avec les Night Stalkers. Quelqu'un dans la foule avait commencé à parler vite. C'est l'unité qui a fait le raid sur Ben Laden. Les pilotes d'hélicoptères les plus élitistes du monde. Ils font des missions qui n'existent pas officiellement. Marie avait levé les yeux vers moi. Des larmes coulaient sur son visage. Pourquoi? Sa voix était à peine un murmure. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi faites-vous la serpillière? J'avais repris ma carte, l'avais remise dans mon portefeuille. Ma femme est tombée malade il y a 5 ans. Un cancer, le genre agressif. L'hangar était devenu encore plus silencieux, si c'était possible. J'ai pris ma retraite pour m'occuper d'elle. J'avais fait une pause. Le poids des mots avait pressé ma poitrine. Elle est morte il y a 3 ans. Elle ne connaissait plus mon nom à la fin. Les frais médicaux avaient un tout prix. Maison, économie, fonds de retraite, tout. Marie avait tressailli comme si je l'avais frappée. J'avais besoin d'un emploi avec une assurance maladie. Votre entreprise embauchait du personnel d'entretien. J'ai postulé. Je l'avais regardé, toujours agenouillé. Vous m'avez embauché. La bouche de Marie s'était ouverte, mais aucun son n'était sorti. Je suis là depuis 4 ans, mademoiselle. Je nettoie vos sols, je vide vos poubelles, j'écoute vos ingénieurs résoudre des problèmes que j'aurais pu régler en 5 minutes. Ma voix s'était durcie, en étant invisible. Je m'étais penché jusqu'à ce que mon visage soit au niveau du sien. Vous m'avez demandé de piloter votre hélicoptère. Je l'ai fait. Vous avez dit que vous m'épouseriez. On sait tous les deux que vous ne le ferez pas. Marie avait secoué la tête frénétiquement. Je tiendrai parole. Je ne veux pas que vous teniez cette promesse. J'avais redressé mon corps. Je veux que vous vous souveniez de ce que ça fait, en ce moment même, à genoux devant tout le monde, d'être vu pour ce que vous êtes vraiment. Ma voix était tombée. C'est ce que vous m'avez fait aujourd'hui. Ce que vous avez fait à toutes les personnes de ce bâtiment qui ne sont pas assez importantes pour compter. J'avais fait un pas en arrière. La seule différence, c'est que je peux m'en aller. Je lui avais tourné le dos. J'avais commencé à marcher vers la sortie de l'hangar. Attendez! Marie s'était précipitée sur ses pieds. S'il vous plaît, attendez. Je n'avais pas arrêté. Je vous paierai tout ce que vous voulez. Dites votre prix. J'avais continué à marcher. 1 million d'euros, 2 millions. La dette. Je paierai votre dette, s'il vous plaît. J'avais atteint la porte de sortie. J'ai besoin de vous. La voix de Marie s'était brisée. L'arrogance avait disparu. La cruauté avait disparu. Ce qui restait était quelque chose de brut et de désespéré. La réunion du conseil est dans 2 semaines. Personne ne pilotera le prototype.
Si je ne peux pas le démontrer, je perds tout. S'il vous plaît. Elle pleurait maintenant, ouvertement. Je vous en supplie. Je m'étais arrêté. Je ne m'étais pas retourné. Vous suppliez, j'avais dit doucement, comme j'ai supplié la compagnie d'assurance quand ils ont refusé le traitement de ma femme. Comme j'ai supplié la banque quand ils ont saisi notre maison. Comme j'ai supplié mon fils de comprendre pourquoi je n'avais pas pu sauver sa mère. Ma main s'était posée sur la poignée de la porte. Mendier ne change rien, mademoiselle. J'ai appris ça à mes dépens. J'avais poussé la porte. Attendez! La voix de Marie était différente maintenant. Plus petite, vraie. Je suis désolé. J'avais fait une pause. Je suis tellement désolé pour ce que j'ai fait, pour qui j'ai été, pour tout ça. Le silence s'était étiré entre nous. Je sais que ça n'a pas d'importance. Je sais que les mots ne réparent rien, mais j'ai besoin que vous l'entendiez. Sa voix s'était brisée. J'ai eu tort, j'ai été cruel et je n'ai aucune excuse. J'étais resté sur le seuil, derrière moi une femme brisée, devant moi, la liberté. J'avais pensé à Margaret, à la promesse que je lui avais faite sur sa tombe dimanche dernier, à l'homme que j'étais et à l'homme que j'étais devenu. Ma main s'était crispée sur la poignée de la porte. Votre hélicoptère, avais-je dit sans me retourner. Le décalage de 0,4 secondes dans la réponse du collectif. Vos ingénieurs pensent que c'est une faille. Marie n'avait pas répondu. Ce n'est pas le cas. C'est une fonction de sécurité. Elle empêche la surcorrection dans les conditions de combat. Vos pilotes d'essai ne l'ont pas compris parce qu'ils n'ont jamais été sous le feu. J'avais enfin tourné la tête juste assez pour la voir par-dessus mon épaule. C'était pour ça qu'ils n'ont pas voulu le piloter. Pas de la lâcheté, de l'ignorance. Il y a une différence. Marie me regardait avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir dans les yeux. Corrigez vos protocoles d'entraînement. Embauchez des pilotes ayant une expérience de combat. J'avais poussé la porte et apprenez les noms des gens qui nettoient vos toilettes. Je suis sorti au soleil sans regarder en arrière. J'avais parcouru la moitié du parking quand mon téléphone avait vibré. Je l'avais sorti de ma poche. Numéro inconnu. Un message texte. Colonel Dubois, ici la générale Sophie Morel, commandement de l'aviation de l'armée de terre. Nous devons parler. Appelez-moi. J'avais arrêté de marcher. J'avais relu le message, puis encore. Sophie Morel. Je n'avais pas entendu ce nom depuis 5 ans. Pas depuis les funérailles de Margaret, quand Morel s'était tenu au dernier rang, en uniforme de cérémonie. La seule officière générale qui s'était présentée, la seule qui n'avait pas oublié. Mon pouce avait hésité sur le bouton d'appel. Derrière moi, les portes de l'hangar s'étaient ouvertes en grand. « Colonel Dubois !» Les talons de Marie avaient claqué sur le bitume comme des coups de feu. Elle courait, oui, elle courait à travers le parking vers moi. J'avais glissé mon téléphone dans ma poche. « S'il vous plaît !» Elle s'était arrêtée à 1 mètre, à bout de souffle. Le mascara avait coulé sur ses joues. « S'il vous plaît, ne partez pas. Pas comme ça. » Il n'y a plus rien à dire, mademoiselle. Il y a tout à dire. Elle m'avait attrapé le bras. J'avais tort. Tout ce que j'ai fait là-dedans, tout ce que j'ai fait pendant 4 ans, j'avais tort sur tout. J'avais regardé sa main sur la manche de mon bleu de travail. Elle avait lâché prise comme si elle avait touché du feu. « Je suis désolé, » avait-elle chuchoté. « Je sais que ça ne répare rien. Je sais que les mots sont bon marché, mais j'ai besoin que vous compreniez. Je ne savais pas. Je ne savais pas qui vous étiez, ce que vous aviez sacrifié, ce que vous aviez perdu. » Sa voix s'était brisée. Je vous regardais et je voyais un agent d'entretien. Juste un agent d'entretien, comme si c'était tout ce qu'une personne pouvait être. J'avais senti quelque chose se modifier dans ma poitrine. Pas du pardon, pas encore, mais de la reconnaissance. J'avais déjà vu ce regard chez de jeunes officiers qui venaient de faire tuer des soldats par arrogance, chez des pilotes qui avaient enfin compris que le ciel se fichait de leur ego.
Pourquoi est-ce important maintenant? Avais-je demandé. Pourquoi savoir qui j'étais change-t-il la façon dont vous auriez dû me traiter? Marie avait ouvert la bouche, l'avait refermée, l'avait ouverte à nouveau. Ça n'a pas d'importance, avait-elle finalement dit. C'est ça le point, n'est-ce pas? Ça ne devrait pas avoir d'importance. Vous méritiez le respect avant que je ne sache que vous étiez colonel. Vous méritiez la dignité quand vous n'étiez que Dubois, l'agent d'entretien. Oui, mademoiselle, je l'ai mérité. Elle avait tressailli devant la simple vérité de mes paroles. Mon père disait qu'on pouvait mesurer une personne à la façon dont elle traitait les gens qui ne pouvaient rien faire pour elle. Marie avait ri amèrement. Il le disait tout le temps et je n'ai jamais écouté. Pas une seule fois. Votre père était Harold Leclerc. Vous le connaissiez. Je le connaissais de nom. Il a construit la première génération d'hélicoptères furtifs. Un ingénieur brillant. J'avais marqué une pause. Un homme dur. Dur. La mâchoire de Marie s'était contractée. C'est un mot pour ça. J'avais attendu. J'avais appris il y a longtemps que le silence tirait plus de vérité que les questions. Il m'a dit que je ne pouvais pas diriger cette entreprise. La voix de Marie était rauque. 2 semaines avant sa crise cardiaque, il a dit que je devais la vendre à quelqu'un de compétent. Ce sont ses mots exacts. Quelqu'un de compétente. Alors, vous essayez de prouver à un homme mort qu'il avait tort? Chaque jour, pendant 3 ans, les larmes avaient coulé sur ses joues. Et je suis devenu exactement ce qu'il était. Froide, cruel, mesurant les gens à ce qu'ils pouvaient me donner au lieu de ce qu'ils étaient. J'avais pensé à mon propre père, un mécanicien de la campagne avéronaise, qui avait travaillé 60 heures par semaine pour que son fils puisse aller à l'école de pilotage, qui était mort en croyant que Julien ne ferait jamais rien de sa vie parce qu'il n'avait pas pu payer l'université. Prouver à des hommes morts qu'ils ont tort est un jeu perdant, avais-je dit doucement. Ils ne peuvent pas vous voir réussir. Ils ne peuvent pas reprendre ce qu'ils ont dit. Tout ce que vous faites, c'est vous transformer en quelqu'un que vous ne reconnaissez pas. Marie m'avait regardé avec une sorte d'émerveillement. Comment savez-vous ça? Parce que j'ai passé 20 ans à voler en mission, en essayant de prouver que mon père aurait dû croire en moi. Au moment où j'ai réalisé que ça n'avait pas d'importance, il était parti depuis 15 ans. Qu'est-ce qui a changé? Ma femme. Ma voix c'était brisé sur le mot. Marguerite m'a dit que je me battais contre des fantômes au lieu de vivre ma vie. Elle m'a dit que la seule personne à qui je devais prouver quoi que ce soit, c'était moi-même. Marie s'était essuyé le visage avec le dos de sa main, étalant encore plus son mascara. Elle avait l'air sage. C'était la personne la plus sage que j'ai jamais connue. Et vous l'avez perdue il y a 3 ans. Le cancer se fiche de votre sagesse. Ils étaient restés en silence. Le soleil de l'après-midi tapait sur le parking. À l'intérieur de l'hangar, 60 employés étaient probablement encore figés sous le choc. Les frais médicaux, avait dit Marie lentement. C'est pour ça que vous êtes ici. C'est pour ça qu'un héros de guerre décoré fait de la serpillière. Oui. Combien devez-vous encore? Ma mâchoire s'était serrée. Ce n'est pas votre affaire, mademoiselle. Combien? J'ai dit. 97 000 €. J'avais fixé Marie. Comment savez-vous ça? J'ai consulté votre dossier d'employé pendant que je vous courais après. Elle avait levé son téléphone. Contact d'urgence. Aucun. Prochain parent. Antoine Dubois. Fils. Classé. Dette médicale en souffrance. 97 000 € au service de facturation de l'hôpital Saint-Joseph. Vous n'aviez pas le droit. Je n'avais pas le droit de vous humilier devant 60 personnes non plus. Mais je l'ai fait quand même. La voix de Marie s'était durcie avec quelque chose qui ressemblait presque à de la résolution. Je vais arranger ça. Je ne veux pas de votre argent. Je me fiche de ce que vous voulez. Elle avait commencé à taper sur son téléphone. Qu'est-ce que vous faites? Je paye votre dette. Virement bancaire. Ça sera réglé d'ici le matin. J'avais attrapé son poignet. Arrêtez. Pourquoi? Ce n'est rien pour moi.
Moins que rien. J'ai dépensé plus que ça pour mes dernières vacances. Parce que je ne l'ai pas gagné. Marie avait levé les yeux vers moi. Vous l'avez gagné en étant invisible pendant 4 ans. Alors que vous auriez pu diriger mon programme d'essai en vol, vous l'avez gagné en regardant mes ingénieurs faire des erreurs que vous auriez pu corriger. Vous l'avez gagné en faisant la serpillière, au lieu de former des pilotes parce que le monde a décidé que perdre votre femme signifiait tout perdre aussi. Elle avait libéré son poignet et avait fini de taper. C'est fait. Vérifiez votre email le matin. J'avais senti quelque chose se briser en moi. Le mur que j'avais construit pendant 4 ans de fierté ravalée et d'endurance silencieuse. Je n'ai pas demandé de charité. Ce n'est pas de la charité, c'est un arriéré de salaire. Marie avait croisé mon regard, et c'est le début de ma tentative de devenir quelqu'un que mon père n'a jamais été. Mon téléphone avait de nouveau vibré, même numéro, Général Morel. Vous devriez répondre, avait dit Marie. Comment savez-vous qui c'est? Parce que Sophie Morel m'a appelé il y a 30 minutes. Elle a vu la vidéo. Elle a déjà 2 millions de vues. Marie avait fait une pause. Elle veut que vous évaluiez le Raptor pour l'armée. Une évaluation indépendante. Elle a dit que vous êtes la seule personne en qui elle a confiance pour lui dire la vérité. J'avais sorti mon téléphone. L'écran affichait une notification de message vocal. Elle a aussi dit autre chose. Avait continué Marie. Elle a dit que vous avez formé la moitié des pilotes du 160e, que vous avez écrit le manuel que chaque pilote d'hélicoptère de combat de l'armée étudie, que vous êtes la raison pour laquelle des dizaines de soldats sont rentrés vivants de missions qui auraient dû les tuer. La générale parle trop. Elle parle assez. Marie s'était approchée. Colonel Dubois, je vais vous demander quelque chose et j'ai besoin que vous m'écoutiez avant de dire non. J'écoute. J'ai besoin que vous pilotiez pour moi. J'avais presque ri. Il y a 6 heures, vous faisiez de moi la risée d'une blague. Maintenant, vous voulez que je sauve votre entreprise? Oui. Pourquoi ferais-je ça? Parce que le Raptor est un bon hélicoptère. Vous savez que c'est vrai. Vous l'avez senti quand vous l'avez piloté. La voix de Marie était tombée, et parce que dans 2 semaines, mon conseil d'administration va voter pour vendre cette entreprise à des gens qui vont la piller. Chaque ingénieur dans cet hangar perdra son emploi. Léa Fournier, qui cumule 2 emplois pour subvenir aux besoins de sa fille. Luca Costa, dont l'enfant souffre de mucoviscidose. Pierre Dupont, qui a refusé Google pour travailler ici parce qu'il croyait en ce que nous construisions. Elle avait pris une inspiration. Tous disparus. J'étais resté immobile. Comment savez-vous pour Léa et Luca? Je ne savais pas. Pas avant aujourd'hui. Pas avant que vous ne me les fassiez voir. Les yeux de Marie s'étaient remplis de nouvelles larmes. Je dirige cette entreprise depuis 3 ans et je ne connaissais pas le nom d'un seul d'entre eux. Je ne savais pas que la fille de Luca était malade. Je ne savais pas que Léa avait des difficultés. Je ne savais rien de personne. Ce n'est pas mon problème à résoudre. Non, c'est le mien. Marie avait redressé ses épaules, mais je ne peux pas le résoudre seul. Je demande votre aide, colonel. Pas exigeant, pas achetant, demandant. J'avais regardé en arrière vers l'hangar. À travers les fenêtres, je pouvais voir des gens bouger à nouveau, parler, gesticuler avec leur téléphone. La vidéo se répandait. Mon moment de défi était en train de devenir autre chose, quelque chose au-delà de mon contrôle. J'avais pensé à Margaret, à ce qu'elle dirait si elle était là. Tu te caches depuis 4 ans, Tom. Il est peut-être temps d'arrêter. Une condition avais-je dit. Marie s'était redressée. Dites-le. Vous ferez un service par semaine à l'entretien avec moi. Vous laverez les sols. Vous nettoierez les toilettes. Vous apprendrez ce que ça fait d'être invisible. Elle m'avait fixé. Vous êtes sérieux? Complètement. Vous voulez que je veux vous apprendre à diriger. Vous commencez par le bas, au même endroit que moi pendant 4 ans. Le silence s'était étiré entre nous. Puis Marie Leclerc, PDG d'une entreprise aérospatiale d'1 milliard de dollars, fille d'une légende,
Femme qui n'avait jamais fait de travail manuel de sa vie entière, avait hoché la tête. Quand est-ce que je commence? Samedi, 6 heures du matin, portez des vêtements que vous n'avez pas peur d'abîmer. Elle avait tendu la main. Merci, colonel Dubois. J'avais regardé sa main, pensé à tout ce qu'elle avait fait, tout ce qu'elle avait dit, tout ce qu'elle me demandait de l'aider à devenir. Je l'avais serré. C'est Julien, et ne me remerciez pas encore. Samedi va être le jour le plus difficile de votre vie. Marie avait souri à travers ses larmes. Je compte dessus. J'étais allé à ma voiture sans regarder en arrière. Mon téléphone avait vibré à nouveau. Cette fois, j'avais répondu. Général Morel, ça fait longtemps. Trop longtemps, colonel. Je vois que vous avez été occupé. On pourrait dire ça. J'ai besoin de vous à Camp de Conjure la semaine prochaine. Évaluation indépendante du Raptor. Pleine autorité. Tarif consultant de l'armée. J'avais ouvert la portière de ma voiture, avait regardé l'aérospatiale Leclerc une dernière fois. J'y serai, général. Bien. Et Julien? Oui. Bienvenue à nouveau. La ligne s'était coupée. J'étais resté dans ma voiture un long moment, tenant le téléphone qui venait de changer ma vie pour la deuxième fois ce jour-là. La voix de Marguerite résonnait dans ma mémoire. Arrête de te cacher, Tom. Le monde a besoin de toi. D'accord, avais-je murmuré à personne. D'accord, je vais arrêter de me cacher. J'avais démarré le moteur et avait conduit vers chez moi, me demandant si je me souvenais encore comment être l'homme que j'avais été, me demandant si cet homme valait la peine d'être retrouvé. Moment, ici je dois faire une petite pause, parce que honnêtement, toute cette situation, c'était d'une absurdité monumentale, n'est-ce pas? Une PDG richissime qui, sous le coup de la panique et de l'humiliation, propose d'épouser son agent d'entretien si celui-ci pilote son hélicoptère. C'est le genre de scénario qu'on voit dans les films américains de série B, pas dans la vraie vie, ici en France, dans une entreprise d'aérospatiale bien réelle du côté de la vallée du Rhône. Je veux dire, qui fait ça? Et le fait que Julien Dubois, le vieil homme comme elle m'appelait, ait non seulement d'accepter, mais en plus ait retourné la situation, c'est presque un conte de fées, mais avec une touche très amère et un goût de kérosène. On m'aurait dit ça il y a 5 ans, quand Marguerite était encore là, j'aurais juste haussé les épaules. J'aurais pensé que le monde était devenu fou. Mais maintenant, je me dis que peut-être c'était ça, la folie qui devait me réveiller. Que j'avais tellement bien réussi à me cacher que seule une explosion de drame pouvait me faire sortir de mon cocon d'invisibilité. C'est étrange comment les choses les plus improbables peuvent être les catalyseurs de grands changements. Mais je m'égare. Retour à nos moutons, ou plutôt à notre hélicoptère. Le samedi était arrivé plus vite que Marie ne l'avait imaginé, j'imagine. Elle devait être terrifiée. Elle se tenait devant l'entrée d'Aérospatiale Leclerc à 5h17 du matin, vêtue d'un jean neuf, encore avec ses étiquettes, et de baskets achetées la veille au soir. Pas de maquillage, pas de bijoux, à part sa montre, les cheveux attachés dans une queue de cheval strict. Elle devait se sentir nue, exposée. Ma camionnette s'était garée sur le parking à 5h55 exactement. J'étais descendu dans mon vieux bleu de travail usé qu'elle avait tant raillé 5 jours plus tôt. « Vous êtes en avance », avais-je dit. Je n'ai pas pu dormir. Nerveuse, terrifiée. J'avais presque souri. « Bien, ça veut dire que vous prenez ça au sérieux. » Je lui avais tendu une paire de bleus de travail qui traînaient à l'arrière de ma camionnette. Bleu, délavé. Le nom de quelqu'un d'autre brodé sur la poche de poitrine. Ceci appartenait à un homme nommé Raymond Chevalier, avais-je dit. Il a travaillé à l'entretien ici pendant 12 ans avant de prendre sa retraite. Le meilleur ouvrier que j'ai jamais rencontré. Il connaissait chaque recoin de ce bâtiment. Marie avait pris la salopette. Pourquoi me donnez-vous les siennes? Parce que Raymond comprenait quelque chose que vous ne comprenez pas. L'uniforme ne fait pas la personne. La personne fait l'uniforme. Elle les avait enfilés par-dessus ses vêtements. Le tissu sentait le savon industriel et le travail honnête. « Suivez-moi », avais-je dit.
On commence par les toilettes des cadres supérieurs. L'estomac de Marie avait dû se nouer. Mes toilettes. Vos toilettes. Nous étions entrés ensemble dans le bâtiment. L'agent de sécurité avait fait une double prise en voyant Marie en salopette, mais j'avais secoué légèrement la tête et l'homme était resté silencieux. L'étage des cadres supérieurs était vide à cette heure-ci. Je l'avais conduite aux toilettes qu'elle utilisait tous les jours depuis 3 ans, sans jamais penser à qui les nettoyait. Je lui avais tendu une brosse de toilette. Commencez par la première cabine, frottez jusqu'à ce que la porcelaine brille. Marie avait fixé la brosse. Je n'ai jamais. Je sais, c'est le but. Elle s'était agenouillée sur le carrelage. Ses genoux lui avaient fait mal immédiatement. La cuvette des toilettes avait des taches qu'elle n'avait jamais remarquées quand c'était elle qui les utilisait. Plus fort, avais-je dit derrière elle. Vous ne décorez pas un gâteau, vous nettoyez. Marie avait frotté plus fort. Son bras brûlait, la sueur perlait sur son front. Combien de temps avez-vous fait ça? Avait-elle demandé en serrant les dents. 4 ans, tous les jours. Ces toilettes, celles des étages 2 à 5, les installations de la hangar, la cafétéria, 8 heures par jour, parfois 10. Pendant que vous auriez pu voler. Pendant que j'aurais pu voler. Marie avait terminé la première toilette et était passée à la seconde. Son dos lui faisait déjà horriblement mal. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Pourquoi n'avez-vous dit à personne qui vous étiez? J'étais appuyé contre le mur. Ça aurait changé quelque chose? Bien sûr que oui. Elle s'était arrêtée, avait regardé la brosse de toilette dans sa main. Non, ça n'aurait rien changé. J'aurais vu la salopette et rien d'autre. Maintenant, vous apprenez. Ils avaient travaillé toute la matinée. Marie avait nettoyé des toilettes, lavé des sols, vidé des poubelles remplies de tasses de café et de documents qu'elle aurait probablement dû déchiqueter. Ses mains se craquelaient à cause des produits chimiques de nettoyage. Son dos avait l'impression de ne plus jamais pouvoir se redresser. Mais quelque chose d'autre se produisait aussi. Les gens la remarquaient. Pas de la manière dont ils remarquaient habituellement la PDG, avec peur et déférence et des expressions soigneusement neutres. Ils la regardaient avec curiosité, certains avec suspicion, quelques-uns avec quelque chose qui aurait pu être du respect. Lucas Costa du service fabrication l'avait arrêté dans le couloir. « Mademoiselle Leclerc, j'ai entendu parler de la nouvelle couverture d'assurance, celle qui couvre les traitements expérimentaux. » Marie m'avait regardé à nouveau. Une autre suggestion, avais-je dit doucement. Les yeux de Lucas étaient humides. Ma fille Maria commence un nouveau traitement le mois prochain. L'ancienne assurance ne le couvrait pas. Nous allions devoir vendre notre maison. Je ne savais pas, avait murmuré Marie. Je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Vous savez maintenant. Lucas lui avait attrapé la main et l'avait serrée. C'est ça qui compte. Il était parti. Marie se tenait dans le couloir, vêtue d'une salopette sale, ses cheveux s'échappant de sa queue de cheval, ses mains brutes et rouges. « C'est ce que vous avez fait pendant 4 ans ?» avait-elle dit. « Regarder, écouter, tout savoir sur tout le monde pendant que personne ne savait rien de vous. » Oui. Comment avez-vous supporté ça? J'étais resté silencieux un instant. Ma femme avait l'habitude de dire que chaque personne porte un poids que l'on ne peut pas voir. Le caissier du supermarché, le conducteur qui vous coupe la route, l'agent d'entretien qui nettoie votre sol. Chacun a quelque chose qui lui brise le cœur. Elle avait l'air extraordinaire. Elle l'était. Margaret était la meilleure partie de moi. Ma voix s'était brisée. Quand elle est morte, j'ai cru que je mourrais aussi, mais non. Je suis juste devenu invisible à la place. Marie m'avait touché le bras. Vous n'êtes plus invisible. Non, grâce à vous. Grâce à moi, je vous ai humilié devant 60 personnes. Vous m'avez aussi réveillé. J'avais croisé son regard. J'ai somnambulé à travers ma vie, me disant qu'être ignoré était la même chose qu'être en paix. Ce n'est pas le cas. C'est juste une mort lente. Marie avait pensé à sa propre mort lente. 3 ans à devenir plus dure et plus froide,
à essayer d'obtenir l'approbation d'un père qui n'était pas en vie pour la lui donner. On est tous les deux pas mal brisés, n'est-ce pas? Avait-elle dit. Tout le monde l'est. La différence, c'est que vous en faites. Qu'est-ce que vous allez faire? J'avais regardé Marie. Vraiment, pas la PDG, pas la femme qui m'avait humilié, mais Marie Leclerc, vêtue d'une salopette sale, les mains gercées, la fierté brisée, essayant de devenir quelqu'un de meilleur. Je vais vous aider à sauver votre entreprise. Je vais former vos pilotes. Je vais faire du Raptor le meilleur hélicoptère du monde. J'avais marqué une pause. Et puis je vais découvrir comment être l'homme que ma femme croyait que je pouvais être. Et moi, ça dépend de vous. Je peux vous montrer la porte. Vous devez la franchir. Marie s'était redressée malgré la douleur dans son dos. Alors montrez-moi. Demain, salle de conférence, 8 heures du matin. Vous allez rencontrer chaque employé de ce bâtiment, un par un. Vous allez apprendre leurs noms, leurs histoires, leurs problèmes. Ça fait des centaines de personnes. Alors vous feriez mieux de commencer tôt. Marie avait baissé les yeux sur ses mains gercées, sur la salopette qui sentait le travail, sur la femme qu'elle devenait. 8 heures du matin, avait-elle dit. Je serai là. J'avais hoché la tête. Quelque chose qui ressemblait presque à du respect avait vacillé dans mes yeux. Bien, maintenant rentrez chez vous. Dormez. Demain sera plus difficile qu'aujourd'hui. Plus difficile que de nettoyer des toilettes. Beaucoup plus difficile. Je m'étais retourné pour partir. Demain, il faut que vous commenciez à vous soucier des autres. J'étais parti. Marie était restée seule dans le couloir de son propre bâtiment, vêtue de la salopette d'un autre homme, se sentant plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis 3 ans. Son téléphone avait vibré. Un texte de Pierre Dupont. Le conseil a avancé la réunion. Nous avons 9 jours maintenant, pas 14. Ils viennent à vous chercher. Marie avait répondu, qu'ils viennent. Je ne suis plus la même personne que la semaine dernière. Elle avait appuyé sur envoyer. Puis elle était rentrée chez elle pour se reposer, sachant que demain allait tout changer. 9 jours avaient passé comme des balles, filant à toute vitesse. J'avais fait des quarts de 18 heures à piloter le Raptor, à entraîner des pilotes, à réécrire des protocoles d'essai, à rencontrer l'équipe d'évaluation de la Générale Morel. Chaque nuit, je rentrais épuisé, mangeais une soupe froide en boîte et m'endormais en regardant la photo de Marguerite sur la table de chevet. C'était un rituel, ma façon de garder un lien, même ténu, avec celle qui avait tout illuminé dans ma vie. Marie, elle, avait travaillé tout aussi dur. Elle avait tenu sa promesse, se présentant chaque samedi à 6 heures du matin pour faire la serpillière et nettoyer les salles de bain. Les premières semaines avaient été brutales. Elle avait eu des ampoules aux mains, le dos en compote et avait pleuré de frustration plus d'une fois. Mais elle continuait à venir. Et lentement, les employés avaient commencé à la voir différemment. Non pas comme la PDG qui exigeait la perfection depuis le confort de son bureau d'angle, mais comme une leader qui était prête à se salir avec eux, qui connaissait leur nom, qui s'enquérait de leur famille, qui écoutait vraiment quand ils parlaient. Vous devenez meilleur à ça, lui avais-je dit un samedi matin, la regardant récurer une tâche particulièrement tenace. Je déteste chaque seconde. Je sais, mais je comprends pourquoi vous m'avez forcé à le faire. Vraiment? Marie s'était assise sur ses talons, essuyant la sueur de son front. Quand vous êtes à genoux en train de nettoyer le désordre de quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas prétendre être meilleur que quiconque. Les toilettes se fichent de votre titre de poste. La serpillière ne sait pas que vous avez un bureau d'angle. Et, avais-je ajouté, et les gens qui font ce travail tous les jours non plus. Ils méritent le même respect que je donne aux membres du conseil d'administration, la même attention que je donne aux investisseurs. Elle avait croisé mon regard. Ils méritent d'être vus. J'avais hoché la tête lentement. Maintenant, vous êtes prête. Prête pour quoi? La réunion du conseil, c'est la semaine prochaine. Marie s'était levée, étirant son dos endolori. Vous pensez que je peux le faire? Les convaincre de me garder?
Je pense que vous l'avez déjà fait. La question est de savoir si vous le croyez. Je crois en l'entreprise. Je crois en les gens. Croyez-vous en vous? Marie était restée silencieuse un long moment. Je commence. Commencer suffit. La semaine précédant la réunion du conseil, quelque chose d'inattendu s'était produit. J'étais dans mon bureau, mon vrai bureau, maintenant, pas un placard de rangement, à examiner des données de vol quand Pierre avait fait irruption. Colonel, vous devez voir ça. Voir quoi? Les infos. Toutes les chaînes. Pierre avait attrapé la télécommande et allumé la télévision murale. Un reporter se tenait devant Aérospatiale Leclerc, micro en main. La vidéo virale a maintenant été visionnée plus de 100 millions de fois, faisant du colonel Julien Dubois un nom connu de tous. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des sources internes à Aérospatiale Leclerc affirment que l'entreprise a connu une transformation spectaculaire sous l'influence de Dubois, avec une satisfaction des employés à un niveau record et des contrats militaires affluents. J'avais fixé l'écran. « Ils appellent un tel l'effet des Dubois », avait dit Pierre. Il y a des articles partout. Fortune, Forbes, Le Monde économique. Tout le monde veut savoir comment un agent d'entretien est devenu la figure la plus influente de l'aérospatiale. Je ne suis plus un agent d'entretien. Non, vous êtes un symbole. J'avais senti quelque chose se déplacer dans ma poitrine, quelque chose d'inconfortable. Je n'ai pas demandé ça. Personne ne demande à compter, mais vous comptez, que ça vous plaise ou non. La porte s'était de nouveau ouverte. Marie était entrée, son téléphone pressé contre son oreille. « Oui, je comprends. Vendredi à 15 heures, il sera là. » Elle avait raccroché et m'avait regardé. C'était le ministère de la Défense. Le ministre veut vous rencontrer. Pourquoi? Parce que vous êtes sur le point de devenir le visage public du programme d'aviation militaire le plus important depuis 30 ans. Marie s'était assise en face de moi. Julien, c'est plus grand que l'entreprise maintenant, plus grand que la réunion du conseil. Vous êtes devenu un symbole de quelque chose que les gens avaient besoin de voir. Qu'est-ce que c'est? Que la dignité ne peut pas être enlevée, que les gens invisibles peuvent changer le monde, qu'il n'est jamais trop tard pour se lever. J'avais regardé la télévision où mon visage remplissait toujours l'écran. Marguerite aurait détesté ça. Elle disait toujours que j'étais trop têtu pour accepter de l'aide. Vous n'acceptez pas d'aide, vous en donnez. Comment? Marie avait souri, en montrant à tout le monde que les choses qui nous brisent n'ont pas à nous définir, que la perte, le chagrin et l'humiliation peuvent devenir autre chose. Une raison de se battre. J'avais réfléchi à ça aux 4 années que j'avais passées à me cacher. Au moment où j'étais monté dans le Raptor et avait décidé d'arrêter, je ne l'ai pas fait pour devenir un symbole. Non, vous l'avez fait parce que vous en aviez marre d'être invisible. Je l'ai fait parce que vos employés méritaient mieux que d'être moqués par leur PDG. Et maintenant, des millions de personnes l'ont vu. Marie s'était penchée en avant. Vous leur avez donné la permission de se lever aussi, de croire que leur dignité compte. Ce n'est pas rien, Julien. C'est tout. Je l'avais regardé un long moment. Vous avez changé. Vous aussi. Vraiment? Vous avez piloté un hélicoptère quand tout le monde s'attendait à ce que vous échouiez. Vous avez tenu tête à une salle pleine de membres du conseil. Vous avez reconstruit une relation avec votre fils. Et vous êtes assis ici dans un bureau au lieu d'un placard de rangement, en laissant réellement les gens vous voir. Marie avait tendu la main sur le bureau et m'avait pris la main. Ce n'est pas le même homme qui nettoyait mes sols pendant 4 ans. J'avais senti des larmes me monter aux yeux. Marguerite m'a dit d'arrêter de me cacher. Avant de mourir, elle m'a fait promettre. Avez-vous tenu cette promesse? Je croyais que oui. Je me suis dit que prendre le poste d'agent d'entretien, c'était survivre, pas se cacher. Qu'être invisible, c'était me protéger, pas abandonner. Et maintenant, j'avais regardé par la fenêtre l'hangar où tout avait changé. Maintenant, je sais qu'elle avait raison. Je me cachais du chagrin, de l'échec, de la possibilité que, sans elle, je ne serais peut-être personne qui vaille la peine d'être connu. Et que savez-vous maintenant?
Je m'étais retourné vers Marie. Qu'elle a vu en moi quelque chose que je ne pouvais pas voir moi-même. Que j'ai passé 4 ans à lui prouver qu'elle avait tort, avant d'avoir enfin le courage de lui prouver qu'elle avait raison. Marie m'avait serré la main. Elle serait fière de vous. Peut-être. Certainement. J'avais souri, un vrai sourire, celui qui venait de quelque part au plus profond. La réunion du conseil est dans 3 jours. Quoi qu'il arrive, je veux que vous sachiez quelque chose. Quoi? Je suis reconnaissant pour l'humiliation, pour le défi, pour m'avoir fait me souvenir de qui j'étais. Marie avait ri doucement. C'est peut-être le remerciement le plus étrange que j'ai jamais reçu. C'est le plus honnête que j'ai jamais donné. Ils étaient restés dans un silence confortable un instant. Puis Marie s'était levée. La réunion du ministère est vendredi. La réunion du conseil est lundi. Nous avons beaucoup de travail. Oui, mademoiselle. Julien? Oui. Arrêtez de m'appeler mademoiselle. Après tout ce que nous avons traversé, je pense que vous pouvez utiliser mon nom. J'avais souri. Oui, Marie. Elle avait marché jusqu'à la porte, puis s'était retournée. Pour ce que ça vaut, je suis reconnaissante, moi aussi. Vous m'avez montré qui j'étais en train de devenir, et vous m'avez donné une chance de devenir quelqu'un d'autre. Vous avez fait ça vous-même. Non, j'ai juste suivi quelqu'un qui connaissait le chemin. Elle était partie. J'étais resté seul dans mon bureau, regardant la photographie de Marguerite que j'avais placée sur mon bureau. Je crois qu'elle va s'en sortir. Avais-je dit doucement, je crois qu'on va s'en sortir tous les deux. Marguerite m'avait souri depuis le cadre, et pour la première fois en 3 ans, j'y avais cru. La réunion au ministère de la Défense avait tout changé. J'étais assis en face du ministre Laurent Deschamps, dans une salle de conférence remplie de généraux, d'amiraux et de suffisamment de hauts gradés pour couler un cuirassé. Marie était assise à mes côtés, sa posture parfaite, ses nerfs invisibles. Colonel Dubois. Le ministre Deschamps s'était penché en avant. J'ai regardé votre vidéo une 30aine de fois. Mes petits-enfants ne peuvent pas arrêter d'en parler. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le ministre, je n'ai pas piloté cet hélicoptère pour le divertissement. Non, vous l'avez piloté parce qu'une femme a essayé de vous humilier et vous avez décidé de lui montrer à qui elle avait affaire. Deschamps avait souri. C'est exactement le genre d'action décisive dont nous avons besoin chez nos pilotes. La générale Morel avait pris la parole. Monsieur le ministre, l'évaluation du Raptor X9 par le colonel Dubois a été remarquable. Il a identifié des capacités que nous ignorions et a résolu des problèmes sur lesquels nos ingénieurs peinaient depuis des mois. J'ai lu le rapport. Deschamps s'était tourné vers Marie. Mademoiselle Leclerc, votre père et moi avons servi ensemble. C'était un homme difficile, mais brillant. Je retrouve une partie de lui dans cet hélicoptère. Merci, monsieur le ministre. Je retrouve aussi une partie de lui en vous. La voix de Deschamps s'était adoucie. Harold n'a jamais pu admettre qu'il avait tort, n'a jamais appris à voir les gens autour de lui autrement que comme des outils. La mâchoire de Marie s'était contractée. Je ne suis pas mon père, monsieur le ministre. Non, vous ne l'êtes pas. Cette vidéo l'a prouvé. La vidéo a été une erreur. La vidéo a été une révélation. Deschamps s'était levé et avait marché vers la fenêtre. Mademoiselle Leclerc, savez-vous combien de personnes dans ce bâtiment ont regardé le colonel Dubois refuser d'être humilié? Savez-vous combien d'entre elles se sont reconnues en lui? Marie m'avait jeté un coup d'œil. Chaque personne en uniforme, avait continué Deschamps, chaque contractuel civil, chaque secrétaire et agent d'entretien et employé de cafétéria dans ce bâtiment a été traité comme s'il n'avait pas d'importance à un moment donné par quelqu'un avec plus de pouvoir, par quelqu'un qui ne pouvait pas voir au-delà de son grade ou de son titre de poste. Il s'était retourné pour nous faire face. Le colonel Dubois leur a montré que la dignité n'est pas donnée par les gens au-dessus de vous. C'est quelque chose que vous portez en vous, quelque chose que personne ne peut vous enlever, sauf si vous les laissez faire. J'avais senti ma gorge se serrer. Monsieur le ministre, j'ai juste piloté un hélicoptère.
Non, colonel, vous avez rappelé aux gens qui ils sont. Deschamps était retourné à sa place. J'autorise l'acquisition immédiate du Raptor X9, 48 unités pour la première commande, avec des options pour 2 de plus en attente d'un déploiement réussi. C'est un contrat de 5 milliards d'euros sur 10 ans. Les yeux de Marie s'étaient agrandis. Monsieur le ministre, c'est plus que prévu. Oui, considérez cela comme un investissement dans le genre de leadership que vous avez montré au cours des 6 derniers mois. Deschamps m'avait regardé et une reconnaissance du fait que parfois les personnes les plus importantes d'une organisation sont celles que nous négligeons. La réunion s'était poursuivie pendant 1 heure, couvrant les spécifications, les délais, les exigences de formation. J'avais répondu aux questions sur les caractéristiques de vol, les capacités de combat, les limitations opérationnelles. Marie avait géré le côté commercial, les contrats, les calendriers de livraison, la capacité de fabrication. Quand c'était enfin terminé, ils étaient sortis du ministère sous le soleil de la fin d'après-midi. Marie s'était arrêtée sur les marches. Julien. Oui. Nous venons de décrocher le plus grand contrat militaire de l'histoire de l'entreprise. Je sais. À cause d'une vidéo où j'ai essayé de vous humilier. À cause de ce que vous avez fait après, j'avais tourné la tête vers elle. Le contrat ne me concerne pas, Marie. Il s'agit des changements que vous avez faits, de la culture que vous avez construite, de l'entreprise que vous êtes en train de devenir. Vous m'avez donné la chance de faire ces changements. Je vous ai donné un miroir. Vous avez décidé quoi faire de ce que vous avez vu. Marie était restée silencieuse un instant. Mon père n'aurait jamais obtenu ce contrat. Non, il l'aurait exigé, il l'aurait manipulé, il aurait détruit quiconque se serait mis en travers de son chemin. Oui, et il aurait échoué. Marie avait secoué la tête lentement, parce que des gens comme le ministre Deschamps sentent le désespoir. Ils sentent quand quelqu'un se soucie plus de gagner que de faire ce qu'il faut. Votre père se souciait de son héritage. Vous vous souciez de vos gens. C'est la différence. Est-ce suffisant? J'avais regardé la femme qu'elle était devenue en 6 mois de nettoyage de sol et d'apprentissage de noms et de confrontation avec les pires parties d'elle-même. C'est tout, avais-je dit. C'est la seule chose qui compte. Le téléphone de Marie avait vibré. Elle avait jeté un coup d'œil à l'écran. La réunion du conseil est lundi. Paul-Henri tente un dernier coup de force pour imposer la vente. Il ne peut pas gagner maintenant, pas avec ce contrat. Il n'essaye pas de gagner, il essaye de me détruire. La voix de Marie s'était durcie. Il a parlé aux journalistes et planté des histoires, essayant de présenter les changements culturels comme de la faiblesse et un leadership laxiste. Quelles histoires? Que je suis devenue folle, que je laisse un agent d'entretien diriger mon entreprise, que le contrat du ministère est un coup de chance qui ne durera pas. J'avais senti la colère monter dans ma poitrine. Rien de tout ça n'est vrai. Depuis quand la vérité compte-t-elle? Marie avait ri amèrement. Paul-Henri est dans ce métier depuis 40 ans. Il sait comment manipuler un récit. D'ici lundi matin, la moitié du conseil croira que j'ai perdu la tête. Alors montrez-leur que non. Comment? J'y avais réfléchi. Aux membres du conseil qui avaient soutenu Marie 6 mois plus tôt, à ceux qui hésitaient encore, à Paul-Henri assis dans son bureau d'angle, complotant pour démolir tout ce qu'ils avaient construit. Vous vous battez, avais-je dit, pas avec la manipulation, pas avec la politique, avec la vérité. La vérité n'a pas été particulièrement tendre avec moi ces derniers temps. C'est parce que vous vous en cachiez. Vous laissiez Paul-Henri contrôler l'histoire. Alors, qu'est-ce que je fais? Vous racontez votre propre histoire, la vraie, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez changé, tout ce que vous croyez. Marie m'avait fixé. Vous voulez que je sois vulnérable devant le conseil? Je veux que vous soyez honnête. Il y a une différence. L'honnêteté est dangereuse. L'honnêteté est la seule chose qui dure. Ils étaient restés silencieux un long moment. Julien, avait finalement dit Marie, j'ai peur.
Je sais. Et si j'échoue, et si tout ce que j'ai fait au cours des 6 derniers mois n'était pas suffisant, alors au moins, vous l'aurez fait en étant vous-même, pas la figure de votre père, pas la PDG qui a humilié un agent d'entretien, mais Marie Leclerc, la femme qui a appris à voir les gens. Est-ce suffisant? C'est plus que ce que la plupart des gens deviennent jamais. Marie avait pris une profonde inspiration. Lundi, 10 heures, vous serez là. Je ne manquerai ça pour rien au monde, même si Paul-Henri gagne, surtout si Paul-Henri gagne. Parce que vous aurez besoin de quelqu'un qui croit dans vous de toute façon. Les yeux de Marie avaient brillé. Marguerite a eu de la chance de vous avoir. J'ai eu de la chance de l'avoir et maintenant j'ai de la chance de vous connaître. Amis? J'avais souri. Quelque chose comme ça. Ils avaient marché jusqu'à leur voiture dans un silence confortable. Deux personnes qui avaient commencé comme des ennemis et étaient devenues autre chose. Pas tout à fait une famille, pas tout à fait des collègues, des partenaires. La réunion du conseil avait commencé à 10 heures pile. J'étais assis à l'arrière de la salle, observant les 12 membres prendre place autour de la table en acajou. Marie se tenait en tête, sa posture droite, son visage calme. Paul-Henri était assis à l'autre bout, flanqué de ses avocats à nouveau. Son expression était suffisante, confiante, il pensait avoir déjà gagné. « Commençons », avait dit Marie. « Comme vous le savez, cette réunion déterminera l'orientation future d'Aérospatiale Leclerc. Monsieur Paul-Henri a proposé de vendre l'entreprise à Industries Westbrook. J'ai proposé de poursuivre notre voie actuelle d'exploitation indépendante. » « C'est une perte de temps », avait interrompu Paul-Henri. « La décision est évidente. Mademoiselle Leclerc a passé les 6 derniers mois à détruire tout ce que son père a construit. »« J'aimerais d'abord entendre Mademoiselle Leclerc », avait dit Sylvie Mercier fermement. « C'est la procédure correcte. » La mâchoire de Paul-Henri s'était serrée. « Très bien, qu'elle creuse sa propre tombe. » Marie avait marché au centre de la salle. « Il y a 6 mois, je me tenais dans ce bâtiment et j'ai humilié un homme devant 60 employés. Je l'ai traité d'agent d'entretien comme si c'était une insulte. Je l'ai mis au défi de piloter un hélicoptère de 32 millions d'euros parce que je supposais qu'il ne le pouvait pas, parce que je ne pouvais pas voir au-delà de sa salopette la personne qu'il était. » Elle avait fait une pause. Cet homme était le colonel Julien Dubois, l'un des pilotes d'hélicoptères les plus décorés de l'histoire militaire française. Un héros de guerre qui avait tout donné, sa carrière, ses économies, sa santé, pour prendre soin de sa femme mourante. Un père qui avait perdu son fils à cause du chagrin. Un être humain qui méritait mon respect et qui a reçu mon mépris à la place. J'avais senti ma gorge se serrer. Le colonel Dubois m'a appris quelque chose ce jour-là. Il m'a appris que la dignité n'est pas quelque chose que l'on peut acheter ou enlever. C'est quelque chose qui vit à l'intérieur de chaque personne attendant d'être reconnue. Marie avait regardé autour de la salle. Pendant 3 ans, j'ai dirigé cette entreprise comme mon père l'a dirigée. J'ai mesuré les gens à ce qu'ils pouvaient me donner. J'ai ignoré ceux qui semblaient insignifiants. J'ai construit des murs au lieu de ponts. Et ce faisant, j'ai créé une culture de la peur. Un endroit où des ingénieurs talentueux s'épuisaient parce que personne n'appréciait leur travail. Où des gens bien partaient parce qu'ils se sentaient invisibles. Où les meilleures idées étaient enterrées parce que quelqu'un avait peur de défier la direction. Elle avait croisé le regard de Paul-Henri. Mon père a construit une machine. Je la menais à sa perte. Exactement, avait dit Paul-Henri triomphalement. Elle l'admet elle-même. Cette entreprise a besoin d'une nouvelle direction. Je n'ai pas terminé. La voix de Marie était de l'acier. Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé ensuite. Elle avait marché jusqu'à l'écran de présentation et avait appuyé sur un bouton. Un graphique était apparu. Au cours des 6 derniers mois, la satisfaction des employés a augmenté de 62%. Le taux de rotation a chuté à presque 0. Les défauts de qualité ont diminué de 40%. La productivité a augmenté de 37%. Un autre graphique. Nous avons obtenu 3 milliards d'euros de contrats militaires
avec des options pour 7 milliards supplémentaires. 6 gouvernements étrangers ont exprimé leur intérêt pour le Raptor. Le cours de notre action a triplé. Un autre graphique. Chaque indicateur important est en hausse. Non pas parce que je suis devenue plus intelligente ou plus impitoyable, mais parce que je suis devenue humaine. Elle avait éteint l'écran. J'ai appris les noms de tous les employés de ce bâtiment, les 357. J'ai appris leurs familles, leurs difficultés, leurs rêves. J'ai découvert que Léa Fournier cumule 2 emplois pour subvenir aux besoins de sa fille et que l'enfant de Luca Costa souffre de mucoviscidose et que Pierre Dupont a refusé un poste chez Google parce qu'il croyait en ce que nous construisions. La voix de Marie s'était légèrement brisée. J'ai appris que les gens ne sont pas des ressources à exploiter. Ce sont des êtres humains qui méritent d'être vus. Elle était revenue en tête de table. Monsieur Paul Henry veut vendre cette entreprise à Industries Westbrook. Il dit que c'est pour le bien des actionnaires, mais j'ai lu l'historique d'acquisition de Westbrook. Je sais ce qu'ils font aux entreprises qu'ils achètent. Elle avait sorti un dossier. Ils démantèlent les effectifs. Ils dépouillent les actifs. Ils extorquent chaque euro de profit des eaux, puis s'en vont. Marie avait laissé tomber le dossier sur la table. Westbrook a détruit 11 entreprises au cours de la dernière décennie, licencié plus de 30 000 employés, ruiné 4 communautés. C'est du business, avait claqué Paul Henry. La valeur actionnariale. La valeur actionnariale ne signifie rien si vous détruisez les gens qui la créent. Marie avait claqué sa paume sur la table. Ce ne sont pas des chiffres sur une feuille de calcul. Ce sont des êtres humains avec des familles et des hypothèques et des enfants qui ont besoin de soins médicaux. Elle avait désigné Paul Henry. Vous êtes membre de ce conseil depuis 20 ans. Connaissez-vous Léa Fournier? Connaissez-vous Luca Costa? Connaissez-vous l'un des gens dont vous êtes prêt à jeter la vie pour un gain financier? Le visage de Paul Henry était devenu rouge. Ce n'est pas le propos. C'est exactement le propos. C'est le seul propos. Marie s'était tournée pour s'adresser à l'ensemble du conseil. Je vous demande de me faire confiance. Non pas parce que je suis la fille de Harold Leclerc, non pas parce que j'ai une grande vision ou un plan directeur, mais parce que j'ai vu ce qui se passe quand on traite les gens comme des outils, et je refuse de le faire davantage. Elle avait pris une inspiration. Si vous votez pour vendre, j'accepterai la décision. Je ne me battrai pas. Je partirai et trouverai autre chose à faire de ma vie. Sa voix s'était adoucie. Mais si vous votez pour rester indépendant, je vous promets quelque chose. Je passerai chaque jour du reste de ma carrière à essayer de construire une entreprise que mon père n'aurait pas pu imaginer. Une où la dignité compte, où les gens comptent, où le succès n'est pas mesuré seulement en euros, mais en vie changée. Elle s'était assise. J'ai terminé. La parole est libre. Le silence avait rempli la salle. J'avais observé les membres du conseil échanger des regards. Certains semblaient émus. D'autres étaient sceptiques. Certains calculaient clairement la manière de voter. Paul Henry s'était levé. Très touchant. Mais c'est une entreprise, pas une œuvre de charité. La petite expérience sociale de Mademoiselle Leclerc a été amusante, mais il est temps que les adultes prennent des décisions. Je demande un vote immédiat. Je seconde, avait dit l'un des alliés de Paul Henry. Tous pour la vente à Industries Westbrook, avait appelé Sylvie Mercier. J'avais retenu mon souffle. 4 mains s'étaient levées. Paul Henry, son allié de la réunion précédente. 2 autres qui avaient hésité. 4 sur 12. Pas assez. Le visage de Paul Henry était devenu blanc. Tous contre. 8 mains s'étaient levées. Sylvie avait souri. La motion échoue. Aérospatiale Leclerc continuera en tant qu'entreprise indépendante sous la direction de Marie Leclerc. La salle avait éclaté en murmures. Paul Henry était resté figé, la bouche ouverte. Ce n'est pas fini, avait-il finalement réussi. Je convoquerai une autre réunion. Vous ne ferez rien. La voix de Marie était calme,
froide. Vous avez perdu, Paul-Henri. Le conseil a parlé. Votre père aurait honte de ce que vous êtes devenu. Mon père serait jaloux de ce que j'ai accompli. Marie s'était levée. Et pour ce que ça vaut, j'espère que vous trouverez la paix. J'espère que vous apprendrez à voir les gens autour de vous comme plus que des obstacles ou des opportunités. Elle avait marché vers la porte. Mais si vous ne pouvez pas, restez hors de mon chemin, parce que j'en ai fini de laisser des gens comme vous me dire ce que je peux et ne peux pas être. Elle était partie. Je l'avais suivie. Dans le couloir, Marie s'était effondrée contre le mur, son sang-froid s'effondrant enfin. C'est fini? Est-ce que j'ai vraiment... Vous avez gagné. Je lui avais pris les mains. Vous vous êtes tenu là et vous avez dit la vérité et ils vous ont cru. J'avais tellement peur. Je sais. Je pensais que Paul-Henri allait me détruire. Il a essayé. Vous avez été plus forte. Marie avait ri à travers ses larmes. J'ai appris des meilleurs. Marguerite, vous. J'avais senti quelque chose de chaud se répandre dans ma poitrine. Je ne vous ai rien appris. Je vous ai juste montré la porte. Vous m'avez montré qui j'étais en train de devenir. C'est plus que quiconque n'a jamais fait. Elle s'était redressée, s'essuyant les yeux. Maintenant quoi? Maintenant, vous dirigez votre entreprise de la bonne manière, aussi longtemps que vous le pourrez. Et vous? J'y avais réfléchi aux 6 derniers mois, à tout ce que j'avais appris et à tout ce que j'étais devenu. Je pense que je vais continuer à voler pour Aérospatiale Leclerc. Pour quiconque a besoin d'un pilote qui comprend que la dignité compte. Marie avait souri. Ça ressemble à quelque chose que Margaret aurait dit. Elle me parle beaucoup ces derniers temps, dans ma tête, me rappelant qui je suis censé être. Qui est-ce? J'avais regardé en arrière, vers la salle de réunion où tout venait de changer. Quelqu'un qui aide les gens à se voir clairement. Même quand le miroir est douloureux. Même quand le miroir est douloureux, avait répété Marie doucement. J'aime ça. Elle aussi. Ils avaient marché jusqu'à leurs voitures dans un silence confortable. 2 personnes qui avaient commencé comme des ennemis et étaient devenues autre chose. Pas tout à fait d'une famille, pas tout à fait des collègues, des partenaires. La réunion du conseil terminée, j'avais laissé Marie faire face aux derniers murmures et félicitations. Moi, j'avais un autre rendez-vous. Un rendez-vous que j'avais failli rater. J'avais traversé les couloirs qu'autrefois je récurais, ces longs passages où j'étais passé inaperçu. Et maintenant, chaque employé que je croisais me saluait d'un hochement de tête, d'un sourire. L'invisibilité s'était envolée, laissant place à une nouvelle reconnaissance, et c'était étrange. Mais bon, ça m'allait au fond. Antoine m'attendait dans le hall, près des baies vitrées. Il avait 34 ans. Les yeux de Marguerite, la mâchoire des Dubois. Il s'était retourné en entendant mes pas. « Papa, Antoine, nous étions restés à 3 mètres l'un de l'autre, une vie de blessure invisible entre nous. J'ai vu la vidéo, avait dit Antoine, les 60 millions de vues. Je ne l'ai pas fait pour les vues. Je sais, c'est pour ça que je suis là. J'avais attendu, j'avais tort. » La voix d'Antoine s'était brisée. À propos de ce que j'ai dit aux funérailles de maman, à propos de vous blâmer, à propos de tout. Tu étais en deuil. Vous aussi, et j'ai empiré les choses. Les larmes avaient coulé sur le visage d'Antoine. Je suis désolé, papa. Je suis tellement désolé. J'avais franchi la distance qui nous séparait et j'avais serré mon fils dans mes bras. Je te pardonne, avais-je murmuré. Je t'ai pardonné il y a longtemps. Antoine s'était accroché à moi comme s'il se noyait. Je veux te connaître à nouveau, le vrai toi, pas l'agent d'entretien, pas le colonel, juste mon père. J'avais senti quelque chose se briser dans ma poitrine, quelque chose qui était enfermé depuis 2 ans. J'aimerais ça, avais-je dit. J'aimerais ça plus que tout. Nous étions restés là dans le hall d'Aérospatiale Leclerc, père et fils, reconstruisant ce que le chagrin avait failli détruire. Plus tard cet après-midi-là, j'étais assis avec Antoine à la cafétéria, la même cafétéria où j'avais mangé seul pendant 4 ans, invisible parmi les ingénieurs et les cadres qui ne me remarquaient jamais. Maintenant, tout le monde me remarquait.
Des employés s'arrêtaient à notre table pour me serrer la main, pour me remercier, pour me dire à quel point la vidéo avait compté pour eux. « Tu es célèbre », avait dit Antoine, regardant un autre groupe passer. « Je suis fatigué. » La même chose, apparemment. J'avais ri. Ça faisait bizarre, étranger. Je n'avais pas ri comme ça depuis des années. « Maman aurait adoré ça », avait dit Antoine doucement. « Que tu aies enfin la reconnaissance que tu mérites. » Ta mère ne se souciait pas de la reconnaissance. Non, mais elle se souciait de toi et elle détestait te voir disparaître. J'avais regardé mon fils. « C'est pour ça que tu as arrêté d'appeler? Parce que j'ai disparu? » Antoine était resté silencieux un long moment. « J'ai arrêté d'appeler parce que je t'ai blâmé pour la mort de maman, pour avoir abandonné ta carrière, pour t'occuper d'elle, pour ne pas avoir pu la sauver. » Antoine, je sais que ça n'a pas sens, elle avait un cancer. Personne ne pouvait rien faire, mais j'étais en colère et tu étais la seule personne contre qui je pouvais être en colère. Tu aurais pu être en colère contre Dieu. J'étais en colère contre Dieu aussi, mais Dieu ne rend pas les appels. J'avais presque souri. Moi non plus. Non, toi non plus. Ils étaient restés en silence. J'aurais dû me battre plus fort, avais-je finalement dit, pour rester dans ta vie, pour te faire comprendre. Mais j'étais tellement fatigué, Antoine. Après la mort de Marguerite, il ne me restait plus rien. Je ne pouvais plus me battre. Je le sais maintenant. Comment? Parce que j'ai regardé la vidéo. Antoine s'était penché en avant. Papa, cette femme t'a humilié devant tout le monde. Elle t'a traité d'agent d'entretien comme si c'était un gros mot. Et tu n'as pas bronché. Tu ne t'es pas fâché. Tu leur as juste montré qui tu étais vraiment. Sa voix s'était brisée. C'est là que j'ai compris. Tu ne te cachais pas parce que tu étais faible. Tu te cachais parce que tu étais vide. Maman a tout emporté avec elle quand elle est morte, et il ne te restait plus rien à donner. J'avais senti des larmes brûler dans mes yeux. Je suis désolé de ne pas avoir pu être ton père pendant ces années. Je suis désolé de ne pas t'avoir laissé essayer. Nous avions tendu la main en même temps, nous serrant les mains. « On peut recommencer ?» avait demandé Antoine. « Je sais qu'on ne peut pas récupérer ces années, mais peut-être qu'on peut construire quelque chose de nouveau. J'aimerais ça. » Oui, oui. Antoine m'avait serré la main. « Maman serait fière de toi, papa. Ce que tu as fait dans cet hangar, te relever quand tout le monde s'attendait à ce que tu restes à terre. Je me demande toujours ce qu'elle dirait de tout ça. C'est facile. » Antoine avait souri à travers ses larmes. Elle dirait qu'il était temps. J'avais ri à nouveau, un vrai rire, le genre qui venait de quelque part au plus profond. Tu lui ressembles tellement. J'essaye. Ils avaient parlé pendant des heures de Marguerite, des années qu'ils avaient perdues, de l'avenir qu'ils pourraient construire ensemble. Quand Antoine était finalement parti, promettant d'appeler le lendemain, j'étais retourné à ma voiture seul. Mais je ne me sentais pas seul. Pour la première fois en 3 ans, j'avais l'impression que je pourrais être bien. Les 6 mois qui suivirent furent les plus difficiles de ma vie et les meilleurs. Je pilotais le Raptor tous les jours, le poussant à ses limites, documentant chaque file et chaque force mort. J'entraînais une nouvelle équipe de pilotes d'essai, des vétérans de combat qui comprenaient ce que signifiait voler sous le feu. Je travaillais avec Pierre et l'équipe d'ingénieurs pour affiner les commandes de vol, rendant l'hélicoptère encore meilleur qu'il ne l'était déjà. Marie travaillait tout aussi dur. Elle avait tenu sa promesse, se présentant chaque samedi à 6 heures du matin pour faire la serpillière et nettoyer les salles de bain. Les premières semaines furent brutales. Elle avait des ampoules aux mains, le dos en compote et pleurait de frustration plus d'une fois. Mais elle continuait à venir. Et lentement, les employés commencèrent à la voir différemment. Non pas comme la PDG qui exigeait la perfection depuis le confort de son bureau d'angle, mais comme une leader qui était prête à se salir avec eux, qui connaissait leur nom, qui s'enquérait de leur famille, qui écoutait vraiment quand ils parlaient. « Vous devenez meilleur à ça », lui avais-je dit un samedi matin, la regardant récurer une tâche particulièrement tenace. Je déteste chaque seconde.
Je sais, mais je comprends pourquoi vous m'avez forcé à le faire. Vraiment? Marie s'était assise sur ses talons, essuyant la sueur de son front. Quand vous êtes à genoux en train de nettoyer le désordre de quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas prétendre être meilleur que quiconque. Les toilettes se fichent de votre titre de poste. La serpillière ne sait pas que vous avez un bureau d'angle. Et les gens qui font ce travail tous les jours non plus. Ils méritent le même respect que je donne aux membres du conseil d'administration, la même attention que je donne aux investisseurs. Elle avait croisé mon regard. Il mérite d'être vu. J'avais hoché la tête lentement. Maintenant, vous êtes prête. Prête pour quoi? La réunion du conseil, c'est la semaine prochaine. Marie s'était levée, étirant son dos indolori. Vous pensez que je peux le faire? Les convaincre de me garder? Je pense que vous l'avez déjà fait. La question est de savoir si vous le croyez. Je crois en l'entreprise. Je crois en les gens. Croyez-vous en vous? Marie était restée silencieuse un long moment. Je commence. Commencer suffit. La semaine avant la réunion du conseil, quelque chose d'inattendu s'était produit. J'étais dans mon bureau, mon vrai bureau maintenant, et non plus un placard d'entretien examinant les données de vol lorsque Pierre fit éruption. « Colonel, vous devez voir ça. »« Voir quoi? »« Les infos, toutes les chaînes. » Pierre avait attrapé la télécommande et allumé la télévision murale. Un journaliste se tenait devant Aérospatiale Leclerc, micro en main. La vidéo virale a maintenant été visionnée plus de 100 millions de fois, faisant du colonel Julien Dubois un nom connu de tous. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des sources internes à Aérospatiale Leclerc affirment que l'entreprise a connu une transformation spectaculaire sous l'influence de Dubois, avec une satisfaction des employés à un niveau record et des contrats militaires affluents. J'avais fixé l'écran. Ils appellent ça l'effet Dubois, avait dit Pierre. Il y a des articles partout. Fortune, Forbes, Le Monde. Tout le monde veut savoir comment un agent d'entretien est devenu la figure la plus influente de l'aérospatiale. Je ne suis plus un agent d'entretien. Non, vous êtes un symbole. J'avais senti quelque chose se déplacer dans ma poitrine, quelque chose d'inconfortable. Je n'ai pas demandé ça. Personne ne demande à compter, mais vous comptez. Que ça vous plaise ou non. La porte s'était de nouveau ouverte. Marie était entrée. Son téléphone pressé contre son oreille. Oui, je comprends. Vendredi à 15 heures, il sera là. Elle avait raccroché et m'avait regardé. C'était le ministère de la Défense. Le ministre veut vous rencontrer. Pourquoi? Parce que vous êtes sur le point de devenir le visage public du programme d'aviation militaire le plus important depuis 30 ans. Marie s'était assise en face de moi. Julien, c'est plus grand que l'entreprise maintenant, plus grand que la réunion du conseil. Vous êtes devenu un symbole de quelque chose que les gens avaient besoin de voir. Qu'est-ce que c'est? Que la dignité ne peut pas être enlevée, que les gens invisibles peuvent changer le monde, qu'il n'est jamais trop tard pour se lever. J'avais regardé la télévision où mon visage remplissait toujours l'écran. Margaret aurait détesté ça. Elle disait toujours que j'étais trop têtu pour accepter de l'aide. Vous n'acceptez pas d'aide, vous en donnez. Comment? Marie avait souri, en montrant à tout le monde que les choses qui nous brisent n'ont pas à nous définir, que la perte, le chagrin et l'humiliation peuvent devenir autre chose. Une raison de se battre. J'y avais réfléchi aux 4 années que j'avais passées à me cacher. Au moment où j'étais monté dans le Raptor et avait décidé d'arrêter. Je ne l'ai pas fait pour devenir un symbole. Non, vous l'avez fait parce que vous en aviez marre d'être invisible. Je l'ai fait parce que vos employés méritaient mieux que d'être moqués par leur PDG. Et maintenant, des millions de personnes l'ont vu. Marie s'était penchée en avant. Vous leur avez donné la permission de se lever aussi, de croire que leur dignité compte. Ce n'est pas rien, Julien. C'est tout. Je l'avais regardé un long moment. Vous avez changé. Vous aussi. Vraiment? Vous avez piloté un hélicoptère quand tout le monde s'attendait à ce que vous échouiez.
Vous avez tenu tête à une salle pleine de membres du conseil. Vous avez reconstruit une relation avec votre fils. Et vous êtes assis ici dans un bureau au lieu d'un placard d'entretien, en laissant réellement les gens vous voir. Marie avait tendu la main sur le bureau et m'avait pris la main. Ce n'est pas le même homme qui nettoyait mes sols pendant 4 ans. J'avais senti des larmes brûler dans mes yeux. Margaret m'a dit d'arrêter de me cacher. Avant de mourir, elle m'a fait promettre. Avez-vous tenu cette promesse? Je croyais que oui. Je me suis dit que prendre le poste d'agent d'entretien, c'était survivre, pas se cacher. Qu'être invisible, c'était me protéger, pas abandonner. Et maintenant, j'avais regardé par la fenêtre l'hangar où tout avait changé. Maintenant, je sais qu'elle avait raison. Je me cachais du chagrin, de l'échec, de la possibilité que, sans elle, je ne serais peut-être personne qui vaille la peine d'être connu. Et que savez-vous maintenant? Je m'étais retourné vers Marie, qu'elle a vu en moi quelque chose que je ne pouvais pas voir moi-même, que j'ai passé 4 ans à lui prouver qu'elle avait tort avant d'avoir enfin le courage de lui prouver qu'elle avait raison. Marie m'avait serré la main. Elle serait fière de vous. Peut-être. Certainement. J'avais souri, un vrai sourire, celui qui venait de quelque part au plus profond. La réunion du conseil est dans 3 jours. Quoi qu'il arrive, je veux que vous sachiez quelque chose. Quoi? Je suis reconnaissant pour l'humiliation, pour le défi, pour m'avoir fait me souvenir de qui j'étais. Marie avait ri doucement. C'est peut-être le remerciement le plus étrange que j'ai jamais reçu. C'est le plus honnête que j'ai jamais donné. Ils étaient restés dans un silence confortable un instant, puis Marie s'était levée. La réunion du ministère est vendredi, la réunion du conseil est lundi. Nous avons beaucoup de travail. Oui, mademoiselle. Julien? Oui. Arrêtez de m'appeler mademoiselle. Après tout ce que nous avons traversé, je pense que vous pouvez utiliser mon nom. J'avais souri. Oui, Marie. Elle avait marché jusqu'à la porte, puis s'était retournée. Pour ce que ça vaut, je suis reconnaissante, moi aussi. Vous m'avez montré qui j'étais en train de devenir. Et vous m'avez donné une chance de devenir quelqu'un d'autre. Vous avez fait ça vous-même. Non, j'ai juste suivi quelqu'un qui connaissait le chemin. Elle était partie. J'étais resté seul dans mon bureau, regardant la photographie de Margaret que j'avais placée sur mon bureau. Je crois qu'elle va s'en sortir, avais-je dit doucement. Je crois qu'on va s'en sortir tous les deux. Margaret m'avait souri depuis le cadre. Et pour la première fois en 3 ans, j'y avais cru. 2 ans avaient hossé comme un rêve que je n'aurais jamais cru vivre. Aérospatial. Leclerc s'était transformé, passant d'une entreprise au bord du gouffre à l'entrepreneur militaire le plus prospère de l'industrie. Le Raptor X9 était devenu l'épine dorsale de l'aviation de l'armée de terre, avec plus de 200 unités déployées sur 3 continents. Les gouvernements étrangers faisaient la queue pour acheter l'hélicoptère. Les cours des actions s'étaient envolés. Le chiffre d'affaires avait triplé. Mais ce n'étaient pas les chiffres qui importaient. Ce qui importait, c'était la culture que Marie avait construite. La famille qu'elle avait créée à partir d'un ensemble d'étrangers qui lui avaient été autrefois invisibles. J'étais debout dans le même hangar où tout avait changé, observant la première série de production de Raptors scintiller sous les lumières. Pas un seul hélicoptère, mais 12, désormais. Chacun d'eux un témoignage de ce qui se passe quand les gens sont vus, valorisés, respectés. Marie s'était approchée de moi, vêtue du même bleu de travail délavé qu'elle avait porté lors de son premier jour de formation à l'entretien. Il était doux maintenant, bien usé, le sien. « Vous portez toujours ça », avais-je dit. Chaque samedi, comme toujours, la PDG d'une entreprise de 3 milliards d'euros faisait de la serpillière. La PDG qui a appris que les sols ne se nettoient pas tout seuls. Marie avait souri, et que les gens qui les nettoient méritent d'être vus. Les portes de l'hangar s'étaient ouvertes. Les employés avaient afflué. Les 347 ouvriers d'origine, plus les 62 nouvelles recrues qu'ils avaient ajoutées depuis l'expansion. Chacun d'eux connaissait Julien par son nom. Chacun d'eux avait partagé un repas avec Marie.
Pierre Dupont s'était approché avec un presse-papier. « Colonel, la délégation de l'armée arrive dans 30 minutes. La générale Morel amène le ministre de la Défense à nouveau. Il a tellement aimé le Raptor la dernière fois. Il en achète 50 de plus. » J'avais secoué la tête. Je n'aurais jamais cru voir le jour où un agent d'entretien aiderait à vendre des hélicoptères au ministère de la Défense. « Vous n'avez jamais été juste un agent d'entretien, » avait dit Marie. « Vous étiez un leader déguisé. » J'étais un homme qui se cachait de sa vie. Il y a une différence, Goamish. Antoine avait émergé de la foule, portant mon petit-fils sur ses épaules. Le petit Thomas, 18 mois, nommé d'après le grand-père qui avait failli ne jamais le connaître. « Papa, Tommy veut voir les hélicoptères! » J'avais pris le petit garçon et l'avais soulevé haut. « Tu veux voir les hélicoptères de papy? » Tommy avait ri et avait pointé les Raptors. « Un jour, je t'apprendrai à voler, » avais-je murmuré. « Mais d'abord, je t'apprendrai quelque chose de plus important. Je t'apprendrai à voir les gens. » Marie les avait regardés, les larmes aux yeux. Marguerite serait fière. J'espère. J'y pense tous les jours. Que dirait-elle si elle voyait tout ça? J'avais réfléchi à la question. L'hangar plein de gens qui étaient devenus une famille. Les hélicoptères qui protégeraient la vie des soldats. Le fils qui m'avait pardonné. Le petit-fils qui ne connaîtrait jamais l'homme brisé que j'avais été. Elle dirait, il était grand temps. J'avais finalement répondu. Elle dirait, j'ai enfin arrêté de me cacher. Un remue-ménage près de l'entrée avait attiré leur attention. Sylvie Mercier était entrée, suivie du reste du conseil. Même Paul-Henri était là, bien qu'il ait eu l'air d'avoir avalé quelque chose d'aigre. 6 mois après le vote décisif, le Conseil avait unanimement rejeté toute proposition de vente future. Les cours des actions avaient triplé. Les contrats gouvernementaux avaient efflué. Paul-Henri avait essayé de s'attribuer le mérite du redressement et avait échoué spectaculairement. Marie s'était dirigée vers eux, toujours vêtue de son bleu de travail. Le visage de Paul-Henri s'était tordu de dégoût. « Mademoiselle Leclerc, est-ce vraiment une tenue appropriée pour rencontrer le ministre de la Défense? » « C'est une tenue parfaitement appropriée, Paul-Henri. Elle me rappelle d'où je viens et ce qui compte. Ce qui compte, c'est la valeur actionnariale. Ce qui compte, ce sont les gens. La valeur actionnariale suit. » Marie s'était tournée pour s'adresser aux employés réunis. « Il y a 2 ans, je me tenais dans cet hangar et j'ai humilié un homme qui méritait mon respect. Je l'ai traité d'agent d'entretien comme si c'était une insulte. Je l'ai rendu la risée parce que j'étais trop aveugle pour voir qui il était vraiment. » La foule était devenue silencieuse. Cet homme m'a appris tout ce que je sais sur le leadership. Pas dans une salle de classe, pas dans un livre. Il m'a appris en me faisant nettoyer des toilettes, en me faisant apprendre le nom de chaque employé, en me montrant que la dignité n'est pas quelque chose que l'on gagne avec un titre de poste. C'est quelque chose que l'on donne à tout le monde, quel que soit leur titre. Elle m'avait fait un geste vers Julien. Le colonel Julien Dubois quitte aujourd'hui son poste de directeur des opérations. Mais avant qu'il ne le fasse, je veux annoncer quelque chose. J'avais froncé les sourcils. Marie, qu'est-ce que vous... Aérospatial, Leclerc crée l'Institut de leadership Dubois. Chaque nouveau cadre de cette entreprise passera son premier mois à travailler à l'entretien. Ils nettoieront les salles de bain, ils laveront les sols, ils apprendront ce que signifie être invisible avant d'être autorisés à diriger qui que ce soit. La foule avait éclaté en applaudissements. J'avais senti ma gorge se serrer. Vous ne m'avez pas parlé de ça. Parce que vous auriez dit non. J'aurais dit non. Je sais. C'est pour ça que je n'ai pas demandé. Marie m'avait tendu une plaque. C'est à vous. Elle ira dans le hall, à côté du portrait de mon père. J'avais lu l'inscription. Colonel Julien G. Dubois. Il nous a appris à voir. Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous reviendrez nous voir. Dites que vous enseignerez à la prochaine génération de leaders. Dites que vous ne disparaîtrez plus. Je ne disparaîtrai plus. Je le promets. La générale Morel était arrivée précisément à l'heure. Le ministre de la Défense avait serré la main de Marie, avait complimenté l'opération
et avait signé des contrats d'une valeur de 2 milliards d'euros supplémentaires. Des photographes avaient capturé l'instant, mais je n'observais pas la cérémonie. J'étais debout près du mur, regardant l'endroit où je faisais la serpillière. Le béton était propre maintenant, poli et lisse par d'autres mains. Un autre ouvrier faisait le travail qui maintenait tout en marche. Antoine m'avait trouvé là. « Papa, ça va? » Juste en train de me souvenir. Se souvenir de quoi? Du jour où ta mère est morte, je me tenais à son chevet et je lui ai promis de ne pas abandonner. Puis j'ai passé 4 ans à faire exactement ça. Me cacher, faire semblant d'être personne, me laisser engloutir par le chagrin. Vous avez survécu. Je mourais lentement. La seule différence entre ta mère et moi, c'est que mon cœur continuait de battre. Antoine avait posé une main sur mon épaule. Et maintenant? Je regardais mon fils, mon petit-fils, jouant près des hélicoptères, Marie serrant la main des généraux, les employés qui me saluaient comme une famille. Maintenant, je vis enfin après tout ce temps. Maman serait heureuse. Elle serait furieuse que ça m'ait pris autant de temps. Nous avions ri ensemble, le premier vrai rire que j'avais partagé avec mon fils depuis des années. Léa Fournier s'était approchée avec sa fille, Sophia. La fille avait 9 ans maintenant, rêvant toujours d'être astronaute. « Colonel Dubois, Sophia a quelque chose à vous dire. » Sophia s'était avancée, soudainement timide. « Merci d'avoir aidé ma maman. Elle a dit que c'est grâce à vous qu'elle a pu être à la maison quand j'étais malade l'année dernière. » J'avais mis un genou à terre à sa hauteur. Ta maman s'est aidée elle-même. Je me suis juste assuré que quelqu'un y prêtait attention. Maman dit que vous voyez les gens comme vraiment les voir. J'essaye. Pouvez-vous m'apprendre comment? J'avais souri. C'est facile. Il faut juste se soucier. Vraiment se soucier de chaque personne que tu rencontres, même les personnes qui semblent invisibles. Sophia avait hoché la tête sérieusement. Je vais m'entraîner. Je sais que tu le feras. Et un jour, quand tu seras astronaute, tu te souviendras que chaque personne qui a aidé à construire ton vaisseau spatial compte. Les ingénieurs, les techniciens, les gens qui nettoient les sols, tous. Léa s'était essuyé les yeux. Merci, colonel, pour tout. Merci de m'avoir laissé vous voir. La cérémonie s'était terminée. Les employés s'étaient retournés au travail. Le ministre de la Défense était parti dans son hélicoptère gouvernemental. J'étais allé à ma voiture seul, mais je ne me sentais pas seul. Antoine m'avait rattrapé sur le parking. « Papa, attends. » Je m'étais retourné. Je voulais te dire quelque chose. La voix d'Antoine était lourde. Ces 2 dernières années, te connaître à nouveau, te voir devenir ça. Il avait fait un geste vers le bâtiment. Je suis fier de toi. Je suis tellement fier d'être ton fils. J'avais serré Antoine dans mes bras, et je suis fier d'être ton père. Même quand j'ai oublié comment, tu n'as pas oublié. Tu t'es juste perdu un moment. Ta mère avait l'habitude de dire ça. Je sais, je l'ai écouté moi aussi. J'avais reculé et regardé mon fils. Elle te parle dans ma tête, quand je suis en difficulté, quand elle me manque. Antoine avait souri. Elle m'a dit de te pardonner. Elle a dit que tu en aurais besoin. Femme intelligente, pas plus humaine. Et ça, c'est peut-être la plus intelligente. Nous étions restés sur le parking, père et fils, le soleil de l'après-midi chaud sur nos visages. « Que se passe-t-il maintenant? » avait demandé Antoine. « Maintenant, je prends ma retraite, pour de bon cette fois. Je vais acheter une petite maison près de la côte normande, passer du temps avec mon petit-fils, peut-être lui apprendre à pêcher. Je peux venir? Tu ferais mieux tous les week-ends. » Marché conclu. J'avais ouvert la portière de ma voiture, puis avait marqué une pause. Antoine. Oui, merci de m'avoir donné une autre chance, je ne la méritais pas. Si tu la méritais, tu n'y croyais juste pas. J'avais senti des larmes brûler dans mes yeux. J'y crois maintenant. Bien, parce que Tommy a besoin d'un grand-père qui croit dans lui, et moi oui ainsi. Je suis monté dans ma voiture et avais démarré le moteur. Dans le rétroviseur, j'avais regardé Antoine retourner vers le bâtiment.
Mon fils, ma famille, mon avenir, tout cela sauvé de l'épave de 4 années de cachette. J'avais conduit vers chez moi, mais j'avais fait un détour. Il y avait un endroit où je devais être d'abord. Le cimetière était calme sous la lumière de la fin d'après-midi. J'avais emprunté le chemin familier jusqu'à la tombe de Margaret, portant des fleurs fraîches et un cœur plein de mots que j'attendais de dire depuis 2 ans. Je m'étais agenouillé sur l'herbe et avais arrangé les fleurs avec soin. « Salut Maggie, ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Je sais que tu comprends. » Le vent avait bruissé dans les arbres. « J'ai fait ce que tu as demandé. J'ai arrêté de me cacher. Ça m'a pris 4 ans et une PDG très en colère, mais je l'ai finalement fait. » Je m'étais rassis sur mes talons. « Tu devrais voir l'entreprise maintenant. Marie, c'est la femme qui m'a humilié. Elle est devenue quelque chose d'incroyable. Elle a appris à voir les gens, à vraiment les voir, comme tu l'as toujours fait. » Un oiseau avait chanté quelque part à proximité. Antoine et moi, on se parle à nouveau. Il m'a pardonné pour tout. Pour avoir disparu, pour avoir abandonné, pour ne pas avoir été le père dont il avait besoin après ta mort. J'avais essuyé mes yeux. J'ai un petit-fils maintenant. Le petit Tommy. Il a tes yeux, ton sourire. Chaque fois que je le regarde, je te vois. J'avais tendu la main et touché la pierre tombale. Je ne me cache plus, Maggie. Je vis enfin, comme tu l'as toujours voulu. Je m'étais levé lentement, mes genoux protestants après toutes ces années. Je vais te rendre fier chaque jour pour le reste de ma vie. Je vais voir les gens, vraiment les voir comme tu me l'as appris. Le vent s'était levé, doux et chaud. Je t'aime, Marguerite. Je t'aimerai jusqu'au jour de ma mort. Et puis je t'aimerai après ça aussi. J'avais embrassé mes doigts et les avais pressés contre son nom. Puis je suis retourné à ma voiture, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. La voix de Margaret résonna dans ma mémoire une dernière fois. « Arrête de te cacher, Tom, le monde a besoin de toi. » J'ai arrêté, avais-je murmuré à personne. J'ai finalement arrêté. 1 an plus tard, je me tenais sur le porche de ma maison de pêcheur en Bretagne, regardant le soleil se coucher sur l'océan. Tommy était assis sur mes genoux, pointant du doigt les bateaux dans le port. Bateau, papy bateau. C'est ça, des bateaux. Je veux faire du bateau un jour, quand tu seras plus grand. Antoine et sa femme Sarah étaient assis à proximité, regardant le coucher de soleil avec des verres de vin. « C'est agréable, papa, » avait dit Antoine. « Je suis content que tu aies trouvé cet endroit. Ta mère l'a choisi il y a des années. On rêvait de prendre notre retraite ici. C'est magnifique, elle aurait adoré. » La voiture de Marie s'était garée dans l'allée. Elle en était sortie, portant une bouteille de champagne et un dossier de papier. Je suis en retard. Pile à l'heure. J'avais déplacé Tommy dans un bras et m'étais levé pour la saluer. J'ai des nouvelles. Marie m'avait tendu le dossier. L'Institut de leadership du Bois a inauguré sa première promotion aujourd'hui. 32 cadres qui ont passé leur premier mois à faire la serpillière et à nettoyer les salles de bain. J'avais ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des photographies d'hommes et de femmes en costume, agenouillés sur des sols carrelés, récurrent des toilettes, apprenant ce que signifiait être invisible. Comment ça s'est passé? 3 d'entre eux ont démissionné, n'ont pas supporté l'humiliation. Bien, bien. Mieux vaut le découvrir maintenant qu'après avoir ruiné 1 millier de vies. Marie avait souri. C'est exactement ce que je leur ai dit. Ils s'étaient tous réunis sur le porche, observant la dernière lumière s'estomper dans le ciel. Tommy s'était endormi dans mes bras, ses petits doigts serrant ma chemise. « Je voudrais proposer un toast », avait dit Marie, levant son verre. « Au colonel Julien Dubois, l'homme qui m'a appris à voir. »« À Julien », avait ajouté Antoine. « À papy », avait dit Sarah. J'avais regardé les gens autour de moi. Mon fils, ma belle-fille, mon petit-fils, la femme que j'avais aidé à transformer, passant d'une tyranne à une leader. Ma famille, non pas par le sang, mais par quelque chose de plus profond.
À Marguerite, avais-je dit doucement, pour n'avoir jamais abandonné, même quand je m'étais abandonné moi-même. Ils avaient bu en silence. Papa, la voix d'Antoine était douce. À quoi tu penses? J'avais baissé les yeux sur mon petit-fils endormi, sur le visage paisible qui ne connaîtrait jamais l'homme brisé que j'avais été, sur l'avenir qui était devenu possible contre toute attente. Je pense à ce que signifie vraiment la dignité. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie voir chaque personne comme digne de respect, non pas à cause de son travail ou de son titre ou de ce qu'elle peut faire pour toi, mais parce qu'elle est humaine, parce qu'elle compte. J'avais levé les yeux vers les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel assombri. J'ai passé 4 ans à être invisible. 4 ans à croire que le monde m'avait oublié, que je ne comptais plus. Ma voix s'était renforcée, mais j'avais tort. La dignité n'est pas quelque chose que le monde te donne. C'est quelque chose que tu portes en toi. Quelque chose que personne ne peut t'enlever, sauf si tu les laisses faire. Marie s'était d'essuyer les yeux. Vous m'avez appris ça. Marguerite me l'a appris la première. J'ai juste oublié un moment. Qu'est-ce qui vous a fait vous souvenir? J'avais souri. Une femme qui m'a humilié devant 60 personnes, qui m'a défié de piloter un hélicoptère que je regardais depuis 4 ans, qui m'a forcé à choisir entre rester invisible et me lever. J'avais regardé Marie. Vous m'avez fait un cadeau ce jour-là, vous ne le saviez pas, mais vous l'avez fait. Quel cadeau? Une raison d'arrêter de me cacher. Une raison de me souvenir de qui j'étais. Marie avait tendu la main et m'avait serré la main. On s'est sauvés l'un l'autre, n'est-ce pas? Oui, on l'a fait. Tommy avait remué dans mes bras, avait murmuré quelque chose d'inintelligible et s'était rendormi. Je devrais le mettre au lit, avait dit Antoine, tendant la main pour prendre son fils. Laisse-moi. Je m'étais levé avec précaution, serrant le garçon contre ma poitrine. Je veux lui raconter une histoire d'abord. Quelle histoire? J'avais regardé le visage paisible de mon petit-fils. L'histoire d'un agent d'entretien qui a piloté un hélicoptère, d'une PDG qui a appris à voir. L'histoire d'une femme nommée Margaret qui leur a appris à tous les deux ce que signifie vraiment la dignité. J'avais emporté Tommy à l'intérieur, l'avais délicatement déposé dans le berceau qu'ils avaient installé dans la chambre d'amis et m'étais assis dans le fauteuil à bascule à côté. Il était une fois, avais-je murmuré, un homme qui avait oublié qui il était. Il avait passé 4 ans à être invisible, croyant que personne ne pouvait le voir, croyant qu'il ne comptait plus. La respiration de Tommy était lente et régulière. Mais alors quelque chose s'est passé. Une femme l'a mis au défi de voler. Et quand il l'a fait, tout le monde a enfin vu ce qu'il avait toujours été. Je m'étais penché près de l'oreille de mon petit-fils. Tu vois, Tommy, la dignité n'est pas quelque chose que les gens te donnent. C'est quelque chose que tu portes en toi. Et quoi qu'il arrive, peu importe combien de personnes essaient de te faire te sentir petit, tu dois te souvenir que tu comptes, que tu es digne de respect, que tu es vu. J'avais embrassé le front du garçon. C'est ce que ton arrière-grand-mère Marguerite m'a appris. C'est ce que je vais t'apprendre. Je m'étais levé et avais marché jusqu'à la porte. Et un jour, quand tu seras assez grand, je t'apprendrai à voler aussi. J'étais revenu sur le porche où ma famille était toujours réunie, regardant les étoiles. Il est endormi? Avait demandé Antoine. Comme un loir. Quelle histoire tu lui as racontée? Je m'étais assis sur ma chaise et avais regardé l'océan, l'étendue infinie d'eau et de ciel que Marguerite avait tant aimé. La seule histoire qui compte. Laquelle? J'avais souri, celle de voir les gens, de vraiment les voir, chacun d'eux. Marie avait levé son verre une fois de plus, à voir les gens. À voir les gens, avaient-ils tous répété, et Julien Dubois, l'homme qui avait été un agent d'entretien, un colonel, un mari, un père et un grand-père, avait enfin compris ce que Margaret avait essayé de lui dire depuis le début. La dignité ne dépendait pas de ce que tu faisais. Elle ne dépendait pas de ton travail ou de ton rang ou de combien d'argent tu gagnais. Elle dépendait de voir chaque personne comme digne de respect,
de traiter chaque vie comme précieuse, de reconnaître que chacun, du PDG à l'agent d'entretien, portait un poids que tu ne pouvais pas voir. J'avais passé 60 ans à apprendre cette leçon, 4 ans à me cacher d'elle et 2 ans à la vivre enfin. Maintenant, entouré de la famille que j'avais presque perdue, observant les étoiles au-dessus de ma tête, écoutant les vagues se briser sur le rivage, je savais une chose avec une certitude absolue. Margaret avait eu raison depuis le début. Le monde n'avait pas besoin de moi pour être invisible. Le monde avait besoin de moi pour être vu. Et finalement, après tout ce temps, j'étais là. Et aujourd'hui, vraiment, je n'ai aucune idée précise de ce que l'avenir nous réserve. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver, cette rencontre, cette secousse. D'autres fois, je me demande si j'ai bien fait, si le choix de replonger dans l'action, de devenir visible, n'était pas une fuite en avant. C'est compliqué. Même maintenant, avec tout ce que nous avons bâti, avec Antoine et Tommy à mes côtés, je ne sais pas si toutes les décisions étaient les bonnes. Mais ce que je sais, c'est que j'ai cessé de me cacher. Et ça compte. N'est-ce pas le cas pour tout le monde, finalement? Rien n'est parfait, rien n'est définitif. Mais c'est ma vie, ma vérité, et j'en suis fier.